Salut Geoffrey, Hello Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on s'écoute sur des plateformes, des médias interposés. Et donc là, c'est l'occasion aujourd'hui d'approfondir et de se connecter. Je crois que c'est un mot qui va revenir, un verbe qui va revenir régulièrement aujourd'hui. Donc je suis ravi de t'accueillir et de t'offrir cette parenthèse. Merci beaucoup Gaël pour ton invitation. Effectivement, ça fait quelques moments, ça fait oui, quelques temps qu'on se connaît et c'est toujours un plaisir comme ça d'échanger un moment entre passionnés pour, euh, pour aider le plus grand nombre finalement. Et effectivement, on va parler, je pense, en tout cas, de connexion. Parce que toi comme moi, la connexion humaine, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Alors aujourd'hui, on va parler, je crois, reconversion, on va parler dépassement, résilience, connaissance de soi, du fonctionnement de l'être humain, je crois. On va parler préparation mentale à 360 degrés. Ça te passionne. Mais donc, avant de creuser tout ça, première question, d'où viens-tu? Waouh. Je suis un peu de partout et nulle part en réalité. Mais je suis originaire, moi, de l'Est de la France. Quand tu me dis d'où viens-tu, tu vois, c'est rigolo parce que je me pose la question à la fois au niveau géographique, à la fois au niveau humain. C'est un peu d'où viens-tu en termes de parcours humain, qu'est-ce que j'ai pu faire. C'est tellement vaste comme question. Est-ce qu'on a 6 heures devant nous? On a l'éternité. Génial. Mais oui, oui, mais je pense que justement, le lieu d'où je suis originaire a beaucoup impacté aussi ma mentalité, mon état d'esprit. C'est vrai que l'Est de la France, c'est très, enfin, de là où je viens en tout cas, c'est très rural. On a des valeurs de partage, de cohésion, d'engagement, de dépassement de soi aussi qui sont assez importantes. Et tout à l'heure, tu disais que la préparation mentale, c'est quelque chose qui était passionnant, ou tu employais en tout cas le terme passion, et effectivement, moi, c'est ce qui m'anime profondément. Là, je suis quelqu'un de passionné. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec passion. Tu vois, là, aujourd'hui, on est ensemble, ça me passionne. Peu importe les endroits où j'ai pu vivre, peu importe les expériences aussi que j'ai pu connaître dans mes différents métiers, j'ai toujours exercé tout ça avec passion. Donc voilà, d'où je viens, clairement je viens de l'Est de la France, hein, de la Meuse précisément, et aujourd'hui j'habite en région parisienne. Pour combien de temps? Je sais pas encore, parce que comme on en discutait juste avant, moi je suis très attiré par la nature, je suis très attiré par aussi par le fait de me laisser porter, par aller là où je dois aller finalement, et être un peu dans le flow, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Donc aujourd'hui, je suis en région parisienne, côté campagne, près de Provins. Pour combien de temps, je sais pas encore. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là où je suis, je me sens bien, et là où je serai, je me sentirai bien aussi. Ok. Ah, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on te connaît et on comprend le mindset que tu as, tu seras bien partout. Ouais. Le, la question était d'où viens-tu? Aujourd'hui aussi, donc tu es entrepreneur, tu as vraiment une expertise, tu formes, tu as tu parles et tu produis beaucoup de contenu autour de la préparation mentale. Mhm. Mais avant cela, tu as une carrière dans la police, c'est ça? Personne n'est parfait, hein. Oui, oui, c'est exactement ça. Tu sais, la préparation mentale aujourd'hui, ça me passionne. Mais quand je prends du recul par rapport à ma vie, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis le plus jeune âge, parce que finalement, comprendre comment fonctionne l'humain, comment on fait en sorte pour gérer son mental, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Aujourd'hui, je propose des solutions, effectivement, je forme des gens à une méthode, hein, que j'ai déposée, mais au tout départ, c'était surtout, je cherchais des solutions pour m'aider moi. Et quand j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir aider d'autres personnes. Et de fil en aiguille, les choses ont avancé comme ça.
avant même la carrière de policier, quand j'étais à la faculté de droit à Nancy, je suis allé jusqu'à la licence et en plein milieu de la licence, je me suis retrouvé à avoir des crises d'angoisse, tu sais, vraiment à tomber dans les pommes, à pas me sentir bien, me demander ce qui m'arrivait. J'avais le sentiment de devenir complètement taré et je me dis mais oh là là, ça va pas là. Donc j'étais allé voir un psychiatre et puis il m'avait donné des petits cachets qui vont bien là, mais ça m'avait anesthésié complètement le cerveau et puis je me disais oui c'est super, j'ai plus de crise d'angoisse, mais au final j'ai plus rien du tout quoi. Je ne suis plus. J'avançais un peu comme une âme en peine et puis je me suis dit non mais ça peut pas continuer, donc ça peut pas continuer comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait pendant peut-être un mois ou deux et puis après je me suis dit non, il doit y exister d'autres solutions. Tu sais, c'était un peu ce moment de bascule. Ouais. Comment quand même tu arrives à prendre ce recul-là si tu es anesthésié? Parce que c'est ça le problème. À partir du moment où on est médicamenté, c'est dur de s'en sortir. Oui, en fait, quand je suis allé voir ce médecin-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, la consultation durait 10 minutes et qu'il me prescrivait un médicament et puis au revoir monsieur, je me suis dit waouh, je pense qu'il donne le médicament à tout le monde, enfin le même médicament à tout le monde. Et c'est vrai que je me suis vu en tout cas être un peu comme un zombie. Et là, je me suis dit non, mais c'est pas ça que je veux. Peut-être qu'avant, j'avais des crises d'angoisse, mais en tout cas, j'étais en vie. Et donc là, c'était complètement différent. Donc, je me suis dit, voilà, ça peut pas être comme ça tout le temps. Et je ne me reconnaissais même plus. Tu vois, je me suis dit, peut-être qu'en prenant quelques... c'est des antidépresseurs et puis anxiolytiques, je sais plus exactement ce qu'ils m'avaient donné. Mais je me reconnaissais plus et je me suis dit, non, j'ai à peine 20 ans, la vie pour moi, ça va pas être ça. Donc, et puis j'étais déjà branché quand même développement personnel. Ça fait longtemps. Hein, De quoi? Comment tu t'étais branché au développement personnel? Mon père avait lu quand il était à l'armée, donc tu vois, dans les années 1976, donc moi je suis né en 1981, donc il lisait déjà des choses sur des moines tibétains, l'Obsan Rampa, je sais pas si tu connais, il m'avait fait lire ça, le troisième œil, quand j'étais gamin, donc c'était déjà dans la spiritualité, dans l'éveil de soi et tout, et donc c'était quelque chose qui, je me disais que quand on était sur Terre, on pouvait aussi... on avait une certaine mission, entre guillemets, on n'était pas là pour rien. Et donc, c'est vrai que quand ce doc m'avait donné ces cachets, je me suis dit, mais attends, là, il est en train de m'anesthésier et je ne suis plus. Carrément, je ne suis plus. Donc là, j'ai décidé de m'orienter vers différents solutions plutôt naturelles. C'est vrai que chez nous, on avait aussi tendance on a toujours tendance d'ailleurs à se soigner avec les plantes, avec l'homéopathie, puis on a cette chance aussi de pas aller trop souvent chez le médecin. Donc déjà, moi, médicaments, c'était pas quelque chose qui était naturel chez moi. Mais voilà, et donc je suis allé vers différentes méthodes. Il y en a qui marchaient très bien, d'autres que je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est? C'est encore plus perché. Ouais, non mais attends, faut quand même que je te raconte cette histoire. Je sais même pas si j'en ai déjà parlé dans mon contenu. Donc là, ça va être un peu une exclusivité, Gaël, que j'ai donnée. Tu vois, donc j'étais déjà avec Betty, ma femme, avec qui je suis encore aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Et là, donc on était justement intéressé par toutes ces méthodes de développement personnel, et à un moment donné on va dans un salon du bien-être. Donc je te parle de ça il y a plus de 20 ans en arrière. Donc les salons du bien-être, c'était quand même au tout début, tu vois, et on arrive sur un stand de yoga où la personne, elle nous fait vivre des choses. Bon, aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est tout simplement des états un peu hypnotiques, quelque chose qui te permet d'être détendu et tout, mais là j'ai une vraie révélation. Je me dis waouh, je viens de vivre une expérience de dingue et tout. Et cette dame me dit si vous voulez, vous pouvez venir à notre atelier, c'est gratuit. J'ai dit, ouais, pas de souci, on y va et tout. Donc, tu sais, quand c'est gratuit, c'est un peu, comme on dit, si c'est gratuit. Il y a quelque chose derrière. Ouais, mais bon, c'est toi le produit. Oui, c'est ça, c'est moi le produit. Et donc, j'étais jeune et puis je me suis dit, allez, on y va et tout. Donc, on est super motivés avec ma femme, on y va. On se retrouve dans la dame avait loué le bas d'un hôtel Ibis. Et puis, on arrive dans cette salle de l'hôtel Ibis, comme ça, j'étais avec Betty. Et en arrivant dans cette salle, donc, il y avait des chaises disposées un peu en mode conférence. Et au fond, il y avait une grande photo d'une dame. Et je me dis, waouh, c'est quoi ce truc-là, avec des bougies et tout. Et puis je me dis, c'est que ça doit être comme ça et tout.
Et puis, donc, elle nous fait une présentation. Elle dit, voilà, je vous présente notre mère et tout. Je dis, oh là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis je vois que Betty, elle est à fond et tout ça. Et puis, à un moment donné, elle nous fait partir dans une méditation. Elle dit, mettez la main sur votre cœur en disant, je ne suis pas coupable et j'aime. Alors, je sais plus comment elle s'appelait, cette dame-là. J'aime toi qui es ma mère et tout. Je dis, waouh, première séance. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois les gens qui sont à fond et tout. Et puis après, tu sais, ils commencent à nous dire, oui, nous, on emmène des enfants en Inde pour justement les aider à se développer. Je suis, oh là là! Donc j'étais pas encore dans la police, tu vois, mais j'avais quand même ce petit côté en me disant, mais c'est quoi un petit radar? Mais oui, je me suis dit, puis à un moment donné, j'ouvre les yeux en grand comme ça, et puis je regarde ma femme, elle était à fond, en pleine méditation et tout. Je dis, oh là là, sauvons-nous. Ça puait la secte à plein nez. Et effectivement, je me suis renseigné après. C'était quelque chose qui avait des dérives un peu sectaires. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Donc, il y a vraiment du bon. Et il y a aussi du vraiment... Il faut trier. Ouais, il faut vraiment trier. Tout. Ah ouais, dans tous les aspects. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens me disent, oui, le développement personnel, est-ce que c'est pas un peu sectaire, les gourous? Oui, il y en a qui vont... tendre à manipuler les gens. Mais aujourd'hui, on est tellement informé sur ça que la première des choses, c'est est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre de dire oui? Est-ce que tu es libre de dire non? C'est déjà ça, quoi. Donc la liberté de penser, la liberté de parole, ça, en l'occurrence, là, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle n'était pas du tout présente, tu vois. Donc j'ai testé pas mal de techniques, pas mal de stratégies, et puis je me suis rendu compte quand même qu'il y en avait pas mal qui fonctionnaient, certains types de respiration, et puis je m'étais orienté vers l'hypnose. Et l'hypnose, j'avais découvert ça donc dans les années 2000, et je me suis rendu compte qu'effectivement on avait cette capacité, cette possibilité de reprendre la maîtrise de soi, la maîtrise de son esprit, la maîtrise de son corps. Et donc ça m'a vraiment aidé. Et donc j'ai continué un petit peu comme ça à cheminer vers cette quête de rechercher sans cesse des stratégies, des outils pour améliorer mon quotidien. Ouais. Tout en étant encore étudiant? Alors là, en réalité... Non. Alors oui, j'avais complètement arrêté la licence en droit. Je l'avais arrêté en plein mois de janvier. Et j'avais dit à mes parents, écoutez, c'est pas possible, j'y arrive plus, là, c'est impossible. C'est pas pour moi. C'est absolument pas pour moi. Et puis... En intégrant un certain nombre de techniques, arrivé au mois de juin, je me suis dit, mais c'est quand même bête d'arrêter au niveau licence. En plus, c'était au moment où le DUG, tu sais, le Bac plus 2, n'avait plus de valeur. Ils avaient changé en licence, master, doctorat. Là. 3, 5, 8, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit, c'est dommage, à 6 mois de la fin, de ne pas avoir au moins cette licence. Donc, en termes de dépassement de soi, j'avais pris tous les cours de la fac d'un ami, tu vois, j'avais près de 500 pages et pendant juillet et août, j'ai bûché comme un dingue. Je me levais le matin à 8h, je me couchais à minuit, je me suis dit, allez, je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais en tout cas, je le fais. Et du coup, j'ai eu ma licence en droit. Donc, j'ai eu, je me souviens, un 18 dans une matière où j'étais même pas allé. Comme quoi, quand on est porté par l'énergie de je veux réussir, eh bien, on se donne les moyens, en tout cas. Au final, je pense que la licence en droit, elle m'a surtout servi à ça, à me connaître moi, qui j'étais, et à montrer aussi que j'étais capable de beaucoup de choses. Parce que concrètement, le diplôme, honnêtement, je ne suis jamais allé le chercher à la fac. J'ai toujours oublié, j'ai toujours reporté. Et, tu vois, depuis 2000, il doit m'attendre à la fac de droit de Nancy. Je ne sais même pas s'ils l'ont encore, d'ailleurs. Mais donc voilà, et fort de cette licence en droit, je me suis dit, parce que c'était ça ta question, c'était que j'avais fait un parcours dans la police, je me suis dit, vers où je vais me diriger maintenant? Et au départ, je voulais me diriger vers le métier de professeur des écoles, parce que je trouvais ce métier fascinant, tu sais, le fait de partager, d'avoir aussi un impact sur la vie des personnes. On se souvient très bien de ces instituts, on se souvient un peu moins de ses profs. Et c'est vrai. Ça dépend. Effectivement. On se souvient de ceux qui ont vraiment une pédagogie, une manière de transmettre un petit peu à part, quoi. Effectivement, oui, c'est ça. Donc c'est vrai que l'intensité, on peut effectivement marquer d'une bonne ou moins bonne façon, en tout cas, les personnes que l'on forme. Et donc moi, je trouvais ça en tout cas passionnant. Mais il me manquait quelque chose. Je me suis dit, mais si je fais ça, je suis quelqu'un quand même qui a besoin de bouger, qui a besoin. Et donc là, je me suis orienté vers le métier de policier. Et c'est vrai que les gens qui me connaissaient ont eu du mal à me saisir en me disant, mais attends, tu voulais faire prof et là tu veux faire flic. C'est un peu à l'opposé en réalité.
Mais moi, ce qui m'animait dans le fait d'être policier, c'était, il y avait deux choses. Hein. La première chose, c'était le fait de contribuer. Tu sais, le fait d'apporter ma touche dans la société, d'aider finalement la veuve et l'orphelin, me dire que voilà, j'allais pouvoir venir en aide au plus grand nombre. Et puis aussi, il y avait cette quête de comprendre l'humain, déjà, de savoir comment il fonctionnait quand il était sous stress, quand il était dans une situation vraiment compliquée. Et puis derrière ça, évidemment, c'était surtout de me connaître. Et puis, j'ai vite compris, après 10 ans de terrain, ça m'a vraiment... j'étais dans un laboratoire réellement pendant 10 ans. J'ai finalement compris que la personne que je voulais aider, c'était surtout moi. La personne que je voulais comprendre, c'est surtout moi. Et au bout de 10 ans, j'ai vraiment parcouru tout ça avec beaucoup d'attention, en tout cas. Et je me suis orienté après en tant que formateur dans la police. Formateur spécialisé en maniement des armes, en secourisme, en technique d'intervention, et une spécialité qui m'a vraiment le plus marqué, le plus passionné, on va dire, c'est celle de préparateur mental dans la police. Et là, c'est quelque chose qui a fait vraiment un déclic, parce que j'avais cette possibilité, en ayant cette qualification, d'accompagner de nombreuses personnes. J'étais à l'école des officiers de police, donc j'avais des centaines et des centaines de personnes à disposition chaque année. Donc ça a permis pour moi de tester énormément de choses, autant la personne qui veut passer le concours pour être officier ou commissaire, autant la personne qui est au raid, qui veut améliorer son focus, son mental. Donc tu vois, tout ça, ça a été pour moi très enrichissant. Et puis à un moment donné, j'ai dit... ouais. Et comment, avant de passer à ce déclic plutôt sur l'indépendant et l'entrepreneur, comment en 10 ans tu deviens au milieu du coup de ces milliers d'hommes et de femmes l'expert, celui qui forme et celui qui peut qui peut apprendre tout ça. Donc du policier terrain à ça. Tu te formes à l'extérieur ou c'est en interne qu'il y a une transmission? Comment ça se passe en 3-4 étapes? Oui, c'est les deux en fait. C'est-à-dire que moi, à côté de ce métier de policier, j'avais ouvert une association, ça s'appelait l'Association française d'hypnose et de coaching mental. Donc ça me permettait d'avoir une structure, tu vois, j'étais bénévole, mais ça me permettait d'accompagner. J'étais parti dans de la thérapie au départ, j'accompagnais des gens sur des traumatismes, l'envie d'arrêter de fumer, le changement de comportement, gestion de crise d'angoisse, préparation à des concours et tout ça. Donc, je me formais à de nombreuses méthodes d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de préparation mentale, mindfulness, beaucoup de méthodes pour, au final, constituer ma propre méthode, tu vois. Et c'est vrai que... Tu t'es fait un laboratoire de recherche et développement pendant toutes ces années. Oui, c'est ça. Et puis, moi, tu sais, t'as beau me dire, ça fonctionne, les neurosciences le démontrent et tout ça. J'ai dit, OK, c'est génial, mais moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que ça fonctionne sur le terrain? Et tu sais, c'est un copain du raid une fois qui m'avait évoqué cette histoire-là. Une fois, tu avais une sophrologue qui était venue les voir pour justement les aider en termes de préparation mentale. Et ils se sont aperçus que la sophrologie, c'était très très bien, mais c'était pas du tout approprié pour l'opérationnel. Donc, à un moment donné, même s'il y a des choses sur le papier qui peuvent être sympas, la réalité, c'est comment... sur le terrain, c'est applicable en fonction de différentes personnes. Et moi, j'imagine le gars du raid qui se fait un petit moment de sophro en pleine opération. Ouais, c'est... Alors... Ouais, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce que imaginer. Oui, parce que ce que tu es en train d'imaginer, et puis ta remarque est tout à fait pertinente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'occurrence, cette sophrologue, en gros, ils lui ont dit c'est bien, tu nous prépares à ça, mais si avant une intervention, il faut avoir un tapis confortable, mettre les petites bougies. Enfin, j'amplifie un peu, mais tu vois, ça, c'est pas du tout opérationnel. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la méthode, moi, à laquelle j'avais été formé, donc qui sont les techniques d'optimisation du potentiel, c'est une méthode que les militaires ont mis en place, qui est une méthode très, très intéressante, en tout cas pour des militaires et des policiers. Là, pour le coup, quand tu es en opérationnel, même quand c'est sur une grosse intervention qui dure longtemps, tu peux effectivement trouver un moment pour te détendre, te relaxer, pour justement avoir cette disponibilité physique et mentale par la suite, tu vois. Mais
moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, comme tu le disais, c'est d'expérimenter, d'avoir ce laboratoire à disposition, autant dans le privé, autant de mon côté personnel, autant du côté professionnel. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, les demandes, que tu sois un gars du raid, ou que tu sois une maman débordée en burn-out, ou que tu sois un entrepreneur, elles sont très souvent les mêmes. Elles sont très souvent les mêmes. Parce qu'au milieu, tu as l'humain. Et l'humain, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut augmenter sa confiance, il veut augmenter sa motivation, son focus, sa concentration, son passage à l'action, enlever l'effet de l'imposteur, enfin, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc tout ça, tu vois, et je me suis posé la question, et ça a toujours été ma quête, et ça l'est toujours, quelles sont les stratégies qui, justement, peuvent permettre d'accompagner, que ce soit le gars du raid qui veut perfectionner sa capacité à intervenir en milieu hostile pour aller interpeller des terroristes, que l'entrepreneur qui veut monter sa boîte et qui est bourré de peur, quoi, tu vois. Donc c'est trouver finalement les grands leviers pour accompagner ce genre de personnes. Et donc tout ce parcours-là au sein de la police, moi, m'a conforté dans ça. Et il y avait les différentes étapes, tu vois. C'est 1, j'apprends une technique. 2, je la teste sur moi. 3, je la teste avec 10, 20, 30, 40, 100 personnes. Et 4, je vois le feedback, parce que moi, je demandais beaucoup de feedback. OK, on a testé ça. Comment vous l'avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Sans cesse. Tout le temps. Et c'est toujours ma manière de processer aussi au sein de l'Académie de puissance mentale. C'est que moi, là, j'ai une réelle culture du feedback. Pour moi, c'est fondamental. Et ça, autant que ce soit dans la préparation mentale que même dans mon couple. Quand je sens qu'au bout de 20 ans, tu vois, avec ma femme, je sens que des fois, il y a une petite accroche. Je dis, bon, OK, qu'est-ce que je peux améliorer ? Peut-être que là, j'ai pas été le meilleur des maris. Peut-être que là, j'ai pas été le meilleur des papas. Qu'est-ce que je peux faire ? Et tu vois, donc tout ça aussi, c'est un état d'esprit, que ce soit dans le perso, dans le pro, c'est quelque chose qui est... Tout est lié, c'est au quotidien. Exactement. De toute façon, je pense que, et j'en suis de plus en plus persuadé, j'en suis même convaincu, la préparation mentale, c'est un style de vie. C'est pas juste, tiens, je vais me préparer pour une interview, tiens, je vais me préparer. Non, c'est... Dès que tu te lèves le matin, voilà, t'actives les leviers, et puis c'est un style de vie, c'est une hygiène de vie aussi, qui permettent justement d'avancer plus sereinement, plus aligné, même si le terme aligné, c'est un peu dev perso, mais c'est vraiment, quand je dis aligné, c'est avancer sur un chemin qui est bon pour nous, où on s'y sent bien. Qui est le nôtre. Le nôtre. Et surtout qui est le nôtre, effectivement, et pas celui qu'on aimerait qu'on emprunte. Donc, si tu avais 2 ou 3 anecdotes de situations que tu as rencontrées ou que les collègues ont rencontrées en termes d'opérationnel, en termes d'action, et qui ont après amené un feedback et quelque chose de très concret dans la méthode que tu as construite, est-ce que tu aurais des exemples, des anecdotes ? J'en ai des dizaines. Maintenant, mon plus gros problème, c'est laquelle je vais te donner. Celle que j'utilise souvent, celle dont je parle très souvent, parce que ça peut aider vraiment, que tu sois entrepreneur ou maman solo ou en reconversion, peu importe finalement ta situation. C'était une intervention où on était je faisais partie d'une unité départementale où notre job, j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans, notre job c'était d'aller soit faire de l'anticriminalité dans certains quartiers dits sensibles, soit aller les matins interpeller des personnes qui avaient commis des crimes ou des délits. À 6 heures. C'est pour ça que je me lève toujours à 5 heures. Je suis jamais surpris. Non, je rigole. C'est des techniques de voyous, ça. Quand on est prêt à 6 heures, des fois que la police vient nous cueillir. Et donc là, on partait sur une intervention à 6 heures du matin. En l'occurrence, c'était une personne qui était connue pour avoir fait des braquages. Donc, on savait qu'il était armé. Concrètement, c'était normalement une opération qui devait être faite par le RAID, mais le RAID n'était pas disponible, donc on nous avait appelé nous. Sauf que on n'avait pas le même niveau d'entraînement, on n'avait pas le même matériel non plus, mais on était quand même au niveau départemental les plus à même de réaliser ce genre de mission. Donc,
je me prépare mentalement, moi, à cette mission. Donc, moi, mon rôle, c'était d'être sur l'effraction de la porte. Donc, on a un gros vérin hydraulique. On est à deux, on est en binôme quand c'est ça. On vient le positionner sur la porte. Ça pousse, ça a une pression énorme. Ça casse toutes les portes, en fait. Ça s'appelle un door raider, tu vois. Donc, on le positionne et ça casse la porte, ce qui permet après à l'équipe d'intervention d'intervenir et d'aller interpeller l'individu. Donc là, je m'y prépare mentalement. Donc, il y a vraiment le avant, juste avant, le pendant, puis le après la mission. Donc dans le avant, je me prépare, je me mets en état modifié de conscience, tu sais, un état de relaxation, puis je me visualise en me disant ok, ça va se passer comme ça, je vais faire ça, 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 et puis peu importe ce qui se passe, je serai capable de m'adapter. Donc là arrive le moment, donc on prend tout le matériel. Il faut savoir qu'à peu près, on a presque 20 ou 30 kilos par individu par opérateur sur nous. Donc j'arrive devant la porte et là je positionne mon vérin hydraulique. Quand il arrive sur la porte métallique, pourtant je le pose tout doucement. Ah non. Ouais, je le pose tout doucement. Et là, il y a le chien qui aboie à l'intérieur. Donc là, mon cerveau se dit, le chien qui aboie, ça va réveiller le propriétaire qui est armé, qui détenait des calaches. Donc il est capable de tirer à travers la porte parce qu'il peut se dire que c'est un gang, tu vois, qui est un gang, enfin des adversaires, quoi, des ennemis. Bref. Et là, justement, tu vois, cet exemple-là, c'est avoir cette capacité, vu que je m'étais préparé mentalement, à rester focus juste sur ma mission. Et pas être perturbé, pas être distrait par tout le cheminement, par ce discours intérieur qui aurait pu mettre à mal ma mission. Donc là, j'ai inspiré, j'ai expiré, et tout de suite, je me suis concentré sur la mission. Ça a permis finalement d'ouvrir la porte et d'aller interpeller la personne. Mais tu vois, ça aujourd'hui, c'est ce que je rencontre, même moi en tant qu'entrepreneur, même quand j'accompagne des personnes, c'est cette capacité finalement à être focalisé sur soi et pas sur le bruit extérieur. Sur ce que tu te dis intérieurement, comment tu te le dis intérieurement et finalement l'impact que ça va avoir sur tes actions et ne pas finalement être distrait par l'éventuel comment dire, scénario. Bruit ambiant. C'est ça. Il y en a je pense que en plus, il y en a de plus en plus. Oui. Que ce soit avec les réseaux sociaux, l'actualité, les transformations du monde ou je sais pas quoi, il y a chaque seconde des milliers et des dizaines de milliers de choses qui peuvent t'empêcher de garder le contrôle sur ce que tu peux garder sous contrôle. Bah, tu sais, le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est, ok, là je parle d'une intervention de police, je pense que très peu de personnes qui vont écouter ont vécu ce genre de situation, mais concrètement, quand on a eu le Covid, enfin le confinement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait eu ce bruit ambiant, on a eu tout ça, tout ce marasme, mais là on pouvait anticiper négativement l'avenir, et ceux qui l'ont fait, c'est pas grave, il n'y a pas à culpabiliser de ça. Mais c'est vrai que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'est-ce que moi, il se passe à l'intérieur? Comment je peux gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mon niveau émotionnel, mon niveau mental, mon focus, sur quoi je décide de porter mon attention et pas de me laisser aspirer par l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, sur cette intervention, j'aurais pu me laisser aspirer par le fait de me dire, il y a du bruit, on va tous mourir. Et puis derrière, j'avais 10 gars qui étaient derrière, prêts à aller interpeller, et puis de me sentir un peu oppressé. Non, j'ai conservé mon focus pour justement aller procéder à l'interpellation. Tu vois, donc ça, c'est une intervention qui peut être extrême. Et puis, il y a d'autres types d'interventions, celle notamment, j'en fais souvent référence aussi, où tu interviens sur un différend familial. Donc là, toi, tu arrives en tant que policier, tu es au milieu d'une situation où tu n'as pas les tenants, tu n'as pas les aboutissants, tu vois la femme qui s'est fait frapper, tu vois l'homme qui est des fois, très souvent alcoolisé, et puis tu vois le petit bout de chou, tu vois, de 3, 4, 5 ans qui est au milieu de tout ça et qui te regarde avec ses yeux bleus en disant sauve-moi, aide-moi, quoi. Donc là, à ce moment-là, parce que quand on en parle, bon, on peut se faire une idée, mais quand tu vis ce quotidien-là, tu te dis, OK, je dois rester professionnel. Parce que je te garantis, Gaël, plus d'une fois, moi en plus, je suis père de famille. Hein. Ouais, là on lève le poing. Tu veux donner des leçons toi-même. Hein. Tu vois, t'as envie juste de régler à ta façon. Parce que tu te dis, ce gars-là, ce qu'il a fait à une femme, c'est facile de le faire. Parce qu'il fait 2 fois son poids. Enfin, il y a rien de courageux là-dedans. Donc, viens de confronter un vrai bonhomme, tu vois. Mais ça, tu n'as pas le droit de le faire et c'est pas ton job en fait. Donc là concrètement, ça demande aussi
une vraie maîtrise de soi-même. Et c'est pour ça que parfois, la police fait la une des journaux en disant la bavure, ceci, cela, parce que je vais dire heureusement ou malheureusement, en tout cas, un policier reste un humain, même si, évidemment, il y en a, ils n'ont rien à faire dans ce métier-là, ils méritent d'être virés, puis ils méritent d'aller en prison parce que c'est des voyous. Et ça, c'est une marge très, très infime. Hein, tu vois, moi, en 15 ans de police, j'ai eu cette chance de jamais rencontrer de véreux, tu vois, mais je ne nie pas le fait qu'il y en ait, qu'on soit d'accord sur ça. Mais en tout cas, on reste humain. Le policier ou l'infirmier, le pompier, l'urgentiste reste humain. Et c'est ça, en fait, tout l'objet. C'est comment on fait pour conserver la maîtrise de soi-même. Quand je dis la maîtrise, d'ailleurs, petit aparté, j'aime différencier la maîtrise et le contrôle. Tu vois, cette maîtrise, c'est un petit peu comme un maître maîtrise. On pourrait dire le contrôle, mais c'est surtout dans le contrôle, il y a une sorte de force, de résistance. On y va en une sorte de lutte, tu vois. Un peu comme quelqu'un qui débuterait les arts martiaux où, après un certain nombre d'années, il y a cette maîtrise, alors que le débutant, lui, il tente de contrôler. Donc, il dépense beaucoup d'énergie, il fait beaucoup d'efforts pour finalement peu de résultats, alors que le maître, lui, il maîtrise, c'est-à-dire qu'il dépense peu d'énergie pour beaucoup de résultats. Donc c'est tout ça l'objet aussi, moi, qui m'a passionné, et qui me passionne encore, parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne des entrepreneurs, quand je discute avec des gens qui sont en reconversion ou autres, c'est comment faire pour justement reprendre la maîtrise de soi-même, comment faire pour avoir une vie qui nous inspire et puis qui nous passionne réellement. Comment faire alors, Geoffrey, en 2-3 points? Alors écoute, je bois un peu d'eau histoire d'hydrater. Bois un petit peu d'eau et on va passer du coup à ce moment-là où, avant d'approfondir ça, mais quel est le déclic qui te fait passer du coup un quotidien évidemment de privé, donc responsable d'un foyer, responsable d'une association et fonctionnaire tranquille qui a un avenir tout tracé, à entreprendre, indépendant et être un petit peu moins du coup sûr et certain de tout ça. Mais comme tu as tous les outils pour garder la maîtrise, c'est peut-être un peu plus simple. Mais quel est le déclic et le moment, la situation, où tu te dis go, yallah. Ouais. Tu sais, ça s'est pas fait forcément du jour au lendemain. Et c'est vrai que parfois, des gens me disent, moi, tiens, j'aimerais partir de mon métier, mais ils font ça un peu sur le coup de l'émotionnel. Je déconseille vraiment, sauf si c'est une question de survie, mais je déconseille les personnes de partir sur un coup de nerf, en fait. Parce que tu pars pour des raisons, parce que justement, tu mets ton focus sur des choses qui ne vont pas et t'as pas forcément la vue d'ensemble en réalité. Donc, moi, ça s'est fait progressivement. Mais déjà, je me suis beaucoup observé. J'ai vu à quel point l'énergie pour laquelle j'étais rentré dans ce métier-là, cette passion d'aider, cette passion de comprendre l'humain et tout ça, eh bien, elle diminuait de plus en plus. J'avais le sentiment vraiment que cette flamme diminuait. Et je me suis dit, comment je vais continuer dans ce sens-là? Est-ce que quand je vais avoir 90 ans, est-ce que quand je vais me retourner sur ma vie, est-ce que je vais me dire que voilà, j'ai pas eu de regret dans le fait de pas m'être lancé dans autre chose? Et puis là, comme le dirait un grand philosophe, la question est vite répondue, quoi. Donc là, pour le coup, c'était clair que effectivement, d'apparence, j'avais tout pour être heureux. J'avais un job garanti à vie. Je gagnais environ entre 2000 et 2500 euros par mois. Donc tout ça, ça allait en plus évoluer tranquillement. J'avais un statut en tant que formateur spécialisé, notamment en étant dans la préparation mentale, dans le maniement des armes. Tout ça, c'était quelque chose qui était aussi envié, valorisé. Mais intérieurement, il se passait autre chose. Tu vois, c'est ça cette déconnexion. En fait, moi, je parle de puissance mentale. C'est cette déconnexion entre cette puissance intérieure, ces ressentis, ces émotions, et puis le mental. Ce que je me disais, oui, mais j'ai tout pour être heureux, j'ai aucune raison de me plaindre, et puis il y a pire ailleurs, etc. Et donc, ça faisait tu vois, cette déconnexion entre cette puissance et ce mental. Donc, cette puissance mentale n'y était plus du tout. Et chaque matin, voilà, quand je me rendais au boulot, je me disais que ça pouvait pas durer comme ça. Et puis, à un moment donné,
Donc, j'ai découvert l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, que tu connais aussi. C'est Paul Pironnet, expert en programmation neurolinguistique, qui m'en avait parlé de Martin. Et puis, il me dit, est-ce que tu n'as jamais pensé à développer sur le web? Et là, tu sais, moi, quand il me parle de ça, pour moi, me développer sur le web, c'était l'équivalent du téléshopping, tu vois. C'est un genre de truc, oui, tu vends du rêve, mais c'est creux, quoi. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé, effectivement, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'est-à-dire de contribuer à un monde meilleur à ma façon, eh bien, je pouvais le faire aussi d'une façon complètement différente en me développant sur le web, en proposant des formations dans le privé et puis en quittant ce job qui était en tout cas d'apparence, il avait tout de bien. Et donc, les choses se sont faites tranquillement au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, tu sais, si tu prends pas d'engagement, si tu te dis je changerai un jour, on verra, ça viendra, une opportunité va apparaître, eh bien ça se fait jamais. Ou alors ça arrive, mais ça arrive tard. Et là, à un moment donné, Betty, elle me dit, tu sais, Geoffrey, c'était suite à un séminaire justement de développement personnel, elle me dit, tu sais, je t'ai vu parler avec Martin Latulippe, avec Polo, avec François Lemay, tout ça. Elle me dit, mais je peux te dire un truc? Et là, quand elle me dit ça sent pas bon. Ou en tout cas, je me dis, elle va toucher juste parce qu'elle me connaît parfaitement, tu sais. Elle me dit, tu sais, Geoffrey, tant que tu resteras policier, tu pourras pas être à 100% dans ton activité. Donc là, quand je t'ai vu avec ces grands leaders, là, t'étais là, mais t'étais pas vraiment là, en fait. Et quand elle me dit ça, je me dis, ok, mais comment faire? Et c'est la question que je lui pose, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que pour moi, je me suis dit, oui, là, c'est pas le moment de partir de la police. J'ai commandé des emprunts, on a 2 enfants. Enfin, tu vois, on quitte pas comme ça du jour au lendemain. Elle me dit, faut que tu t'engages, quoi. Prends une date et puis fonce. Elle me donne un conseil que je donne à tout le monde. Tu sais, non, mais c'est énorme en réalité. Elles sont fortes. Hein. Ah ouais, non, mais là, et là, quand elle me dit ça, boum, ça me pique. Et je me dis, bon sang qu'elle a raison. Et là, donc, la journée se termine. Et le lendemain matin, je suis réveillé à 5h du matin. Et je me dis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais annoncer à tous mes collègues de la police, tout mon groupe, en fait, que je quitte la police et que c'est terminé pour moi. Donc, j'ai pris cet engagement en disant, bon, voilà, les gars, j'ai quelque chose à vous annoncer. Tu sais, pour moi, c'était l'annonce du siècle. Mais pour eux, ils ont dit, ah oui, c'est normal, en fait. Ouais, on le savait. On le savait. Et là, tu te dis, mais en fait, les gens savent mieux que toi. Parce que, tu sais, c'est cette vision que tu as toi-même. C'est dingue en réalité. Et le fait de s'engager, tu vois, tu parlais de déclic tout à l'heure, le fait de s'engager, c'est quelque chose qui est très puissant. Parce que tu as cet engagement, bien sûr, que tu peux toujours faire, tu peux toujours te replier et dire non, finalement, je le fais pas. Mais malgré tout, quand il y a cet engagement vis-à-vis de toi-même, quand il y a cet engagement vis-à-vis des autres, eh bien, tu te sens, entre guillemets, tenu. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a permis d'accélérer, en fait, mon départ. Et puis, en combien de temps, du coup? Partir de la fonction publique, ça n'a jamais été évident parce qu'il y a toute une procédure à mettre en place. Et puis en plus, nous, à l'école de police, c'était le moment où il y allait avoir beaucoup plus d'élèves et je voulais pas mettre à mal mes collègues en partant du jour au lendemain. Donc, je crois qu'il y avait un délai de 6 mois. Donc, tu vois, j'ai dit, voilà, moi, ça me dérange pas. Raisonnable. Voilà, je peux attendre 6 mois. Me dites pas d'attendre 2 ans parce que ça sera pas possible, mais je peux encore vous aider. Et tu vois, jusqu'au dernier cours que j'ai donné, d'ailleurs, sur les réseaux, il y a encore un ancien élève qui m'en a parlé. Jusqu'au dernier cours, j'ai donné le meilleur de moi-même parce que je partais du principe que même si je décidais de quitter cette institution, les gens qui étaient là ne devaient pas subir, entre guillemets, mes choix. Et donc là, j'ai toujours voulu donner de la qualité. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai encore des retours positifs par rapport à ça. Donc, les choses se sont faites tranquillement, se sont faites en tout cas comme elles devaient se faire. Et je pense que ce qui a été le déclic, c'est effectivement de me former, d'être entouré aussi de personnes qui avaient un état d'esprit différent. Tu sais, ne serait-ce que d'écouter des podcasts comme celui que les gens écoutent aujourd'hui, parce que t'entends des histoires où justement les gens ont vécu des vies où tu te dis c'est possible, et du coup ça t'élargit ton champ de conscience, ça t'élargit ton champ de possibilités.
Et du coup, ça permet vraiment quelque chose qui est qui permet oui, de dire c'est réalisable. Tu vois, donc ça s'est fait petit à petit, et en tout cas d'une façon écologique pour moi et pour mon entourage. Et puis tu es un gars de l'Est, moi je suis un gars d'Auvergne, donc on est totalement Oui, dans c'est la ça. maîtrise de la comparaison, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc oui, oui, et puis tu vois au final, et c'est ce que j'enseigne aussi, c'est parfois on peut se dire j'ai fait ça trop tard, j'aurais dû le faire avant, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pense que tout ce qui arrive dans la vie, ça a sa raison d'être. Et puis parfois on rencontre des personnes, on ne sait pas trop pourquoi, parfois il nous arrive des épreuves. Au départ on se dit que c'est la pire des épreuves, puis au final on en tire une leçon. Tout ce qui arrive, selon moi, en tout cas c'est ma philosophie, a sa On raison d'être. relie les points après. C'est exactement ça. Tu sais, c'est un petit peu comme des fois on voit des artistes faire des tableaux, on sait pas trop à quoi ça ressemble, un peu à rien, et puis quand ils retournent le tableau, on se rend compte que c'est un truc fabuleux. Ouais. Eh ben c'est un peu ça en fait la vie, et parfois tu sais, j'aime aussi avoir cette idée de me dire à la fin de ma vie, tu sais, quand on sera dans la porte dans le monde d'à côté, on va dire, de me dire mais finalement tout ça a été qu'un jeu, quoi. On m'a mis en place des épreuves. Au départ, je pensais que c'était des épreuves vraiment tragiques, vraiment très compliquées, alors qu'en fait, c'était juste une leçon que je devais en tirer. Les gens que j'ai perdus, en fait, ils sont juste dans la porte d'à côté, puis on se retrouve après. Alors que tu vois, tout ça, c'est de me dire, en fait, c'est qu'un jeu, et de se prendre trop au sérieux, de se dire, d'écouter un peu trop ce mental, tu vois, et pas d'écouter assez ce qu'on ressent à l'intérieur. Je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas, de passer peut-être à côté de sa vie. Et donc, le mental aussi a sa raison d'être. Hein. Je dis pas qu'il faut pas écouter son mental, parce que on peut des fois se dire oui, l'ego ceci, l'ego cela. L'ego aussi, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà de nos limites, de nous permettre de réussir certaines choses. Mais ce qui est important, c'est que cet ego soit aussi connecté à notre fort intérieur, à ce qu'on ressent, et à ce qui nous anime vraiment en réalité. Et donc, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce que tu fais en premier une fois que tu as pris cet engagement-là principalement de pivoter, de créer ma puissance mentale? Tu rédiges une méthode, tu déposes, tu vas chercher des clients, tu te formes encore un peu plus. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'agis massivement, mais avec cohérence. Parce que souvent, on peut entendre le « agissez massivement », et c'est vrai que plus tu vas planter de graines, et plus tu auras de chances qu'il y ait des choses qui germent. Mais ça apporte beaucoup de stress quand c'est massif. Voilà, déjà. Donc le plus important, c'est que ce soit cohérent avec qui l'on est, en tout cas qui on a envie d'être, et que ça résonne avec nous. Je vais te donner un exemple. Il y a de ça 1 ou 2 ans en arrière, je sais plus, une personne me propose de faire une conférence devant 300-400 personnes. Je me dis, waouh, c'est une opportunité de dingue et tout. Mais il y avait quelque chose qui venait me chercher. Je dis, mais pourquoi je me dis que c'est une opportunité de dingue, mais au final, je suis pas allumé comme un sapin, quoi. Et en fait, je prends du recul et je me rends compte que ce que dégage la personne, et ça m'est arrivé sur plusieurs conférences qu'on m'a proposées, ce que dégage la personne, c'est pas forcément en cohérence avec ce que moi j'ai envie de dégager. Je dis pas que ce que dégageait la personne c'était bien ou que c'était mal, c'est pas ça, parce que cette personne-là, ce qu'elle fait, un travail remarquable, mais en tout cas, c'était pas aligné avec moi ce que j'avais envie de dégager, en tout cas à court, à moyen et surtout à long terme. Donc c'est aussi faire ces choix-là, se former, comme tu le dis, pour moi je me forme en permanence, parce que ça me permet aussi d'évoluer, d'ajuster, de peaufiner tout ce que je sais déjà, et tout ce que j'ai déjà intégré, mais ça permet un peu comme un athlète de haut niveau, toujours de s'améliorer en tout cas. Et tu sais, on parlait de connexion en début d'épisode. Je pense que là, on va vraiment arriver dans le vif du sujet. Moi, c'est les fondements de cette méthode puissance mentale que j'ai mis au point, parce que justement, je me suis posé la question. Je me dis, comment est-ce que ça se fait que tu as des personnes gagnent 10 000 € par mois, ils vivent dans une villa magnifique, j'ai en tête notamment une personne, il a une femme fabuleuse, des enfants merveilleux en pleine santé, et lui, ce qu'il vit intérieurement, il n'est pas animé, il est négatif, il est grincheux, et puis au final, ce qu'il dégage vis-à-vis des gens,
bah, c'est pas positif du tout. Au contraire, les gens ne l'aiment pas parce que, tu vois, il n'est pas du tout pour le coup aligné. Et je me dis, comment ça se fait que ces gens-là, comme moi, je l'ai eu aussi, hein, d'avoir d'apparence tout pour être heureux, eh bien, ne le sont pas. Et puis inversement, tu as des gens qui ont d'apparence rien pour être heureux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une maison somptueuse, ils vivent dans une maison ultra modeste, limite avec l'électricité, et puis un rien les rend heureux. Tu sais, c'est ça, je me suis dit, mais comment ils font donc, et puis, à un moment donné, j'ai lu ce bouquin-là, que j'ai toujours à portée de main, à portée de bras, on va dire. D'ailleurs, il doit être là. Attends, je me permets, hop, dans ma bibliothèque. Toc, toc, oui, il est juste là. Alors, pour les gens qui nous écoutent, je vais vous dire le titre. C'est, peut-être que vous le connaissez, en tout cas, même si vous le connaissez, des fois, il est toujours intéressant de le relire. C'est Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. C'est un psychiatre autrichien qui avait, donc expert en neurologie et psychiatrie. Il est né en 1905, il est décédé en 1997. C'est quelqu'un qui avait vécu dans les camps de concentration et il s'était posé la question, comment justement font ceux qui réussissent à s'en sortir? Et là, il s'est rendu compte que c'était pas les plus forts, c'était pas les plus mecs, c'était pas les plus intelligents non plus, et c'est tout simplement les gens qui trouvent un sens à leur vie. Et je me suis dit, ok, donc ça va être ma quête de finalement me demander comment aider les personnes à retrouver du sens dans leur vie. Et je cherchais quelque chose qui soit le plus simple possible. Tu sais, parce que souvent derrière les choses qui sont les plus simples, on peut en tirer énormément de choses et le but, c'est pas de chercher des choses compliquées, mais au contraire des choses qui sont simples, mais qui sont appliquées avec excellence. Et c'est vrai que ces gens-là, moi le premier, quand j'étais dans cette situation, j'avais tendance à me connecter à ma carrière, à me connecter aux apparences, à me connecter à des projets, et j'étais déconnecté intérieurement à ce qui m'animait. Donc, la première connexion qui est, selon moi en tout cas, et l'expérience, en tout cas des centaines de personnes que j'ai accompagnées me conforte dans cette idée, c'est que la première connexion à avoir, c'est la connexion avec soi-même. Et quand je dis connexion avec soi-même, elle peut être large, hein, parce que ça veut tout dire et rien dire, mais c'est finalement se replacer au cœur de sa vie, au cœur du processus. Et ça, en mettant tout son entourage, tout ce que l'on a, tout ce que l'on croit être, eh bien, de côté. Et c'est vrai, quand on est père de famille, on peut se dire, non, mais attends, je peux pas mettre mes enfants de côté, je peux pas mettre mon épouse de côté, je peux pas. Eh bien, c'est justement le travail qui est un petit peu compliqué à faire peut-être au départ. Quand je dis compliqué, ça demande surtout des efforts. Dire, ok, moi, Geoffrey, moi, Gaël, moi, c'est la personne qui nous écoute en ce moment, finalement, de quoi j'ai vraiment envie? Si j'avais pas de limite de temps, d'énergie, d'argent, aucune limite, de quoi j'aurais réellement envie? De quoi même je serais capable de payer pour le faire? Et là, souvent, il y a notre mental qui vient dire oui, mais c'est pas possible parce que tu dois ceci, tu dois cela. Mais ça vient après ça. Donc déjà, se remettre au cœur du système, de se remettre au cœur de sa vie, de se remettre au cœur du processus, ça c'est quelque chose de fondamental. Et quand j'accompagne des grands dirigeants, des grands entrepreneurs, des gens qui ont des ambitions vraiment très importantes, on revient toujours à ce point-là au départ. Parce que comme quand on prend l'avion. C'est exactement ça. Oui, cette métaphore qui au final est plus qu'une métaphore, c'est une réalité. Tout le temps, vrai, quoi. Ouais, c'est avant de vouloir donner de l'oxygène aux autres, donne déjà de l'oxygène à toi-même pour finalement pouvoir aider les autres. Tu vois, donc ça, on a beau le savoir. D'ailleurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, peut-être que vous le saviez, peut-être même que c'est quelque chose, vous êtes dit, oh, ça je le sais, c'est du connu. Ok, mais aujourd'hui, dans votre vie, de 0 à 10, à combien avez-vous le sentiment de vous placer au cœur de votre vie? 0, pas du tout. 10, je suis au maximum. Et ça, c'est une vraie question à se poser en toute humilité, en toute vulnérabilité. Et puis, parfois même se poser la question, pas se poser la question les yeux ouverts, mais en fermant les yeux, en prenant une bonne inspiration, en se connectant à soi-même, et dire tiens, là maintenant, là, aujourd'hui, pas il y a 10 ans en arrière, pas dans 10 ans, là maintenant, à combien je me place au centre de ma vie? Et si aujourd'hui vous êtes à 2, il n'y a pas à culpabiliser. Et si vous êtes à 8, 9, 10, c'est génial. Mais peu importe là où vous en êtes, le principal c'est de se demander comment je peux même peut-être améliorer cette qualité, comment je peux faire pour justement être encore plus connecté à moi-même pour réaliser le reste. Donc ça c'est vraiment, tu vois Gaël, le premier pilier, la première connexion, c'est la base, c'est les fondements.
Tu vois, je te donne un exemple. Dernièrement, j'ai accompagné une personne qui est venue me voir parce qu'elle a un gros challenge. C'est un chef étoilé au guide Michelin. Donc lui, il prépare le concours de meilleur ouvrier de France. C'est quelqu'un qui, honnêtement, en termes de technique, il est au top du top. Sauf que quand il arrive au niveau du concours, il a tendance à perdre ses moyens et puis il n'arrive pas à exprimer réellement son art. Donc là, il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai besoin que tu m'aides dans cette dimension mentale. Qu'est-ce qu'on a fait au départ? Eh bien, je lui ai envoyé un questionnaire pour vraiment comprendre son mode de fonctionnement, comment lui agissait, comment il interagissait déjà avec lui-même, comment il agissait avec les autres, pour améliorer déjà ça. Parce que avant de vouloir atteindre n'importe quel projet, avant de vouloir partir en vacances, on regarde déjà un petit peu comment va la voiture, avec quelle voiture on va partir et de où on va partir, tu vois. Ça déjà, c'est le fondamental. C'est ce qui est fondamental. Ensuite, la deuxième connexion, et c'est important de faire ça dans l'ordre, en tout cas, encore une fois, l'expérience m'a montré ça, c'est de quelle façon je me connecte avec les autres. Donc le pilier 1, c'est la connexion à soi, et le pilier 2, c'est la connexion aux autres. Et ça, dans cette connexion aux autres, c'est aujourd'hui, si vous avez un projet, avec qui vous vous entourez. Qui est-ce que vous écoutez? Par exemple, aujourd'hui, vous écoutez le podcast Aventure humaine. Ça va venir vous aider, ça va vous nourrir, ça va peut-être vous challenger aussi. Mais ça, dans qui est-ce que j'écoute, qui est-ce que je côtoie, qui est-ce que je fréquente, c'est extrêmement important. Et avoir conscience surtout de cette connexion-là. Parce que parfois, les gens, moi, ils me disent « Oui, mais Geoffrey, c'est difficile pour moi parce que j'ai des collègues qui sont extrêmement négatifs, j'ai une famille qui est extrêmement négative et je veux développer mon projet et c'est très difficile. » Ok. Déjà, d'en avoir conscience, c'est énorme. Tu vois, bravo. Déjà, ça, c'est fabuleux. Parce que quand tu as conscience de ça, le but, c'est pas non plus de couper les ponts avec tout le monde. Le but, c'est peut-être de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que disent les gens, de prendre de la distance peut-être physiquement aussi, de dire plutôt que de les voir, si c'est de la famille, plutôt que de les voir tous les jours, peut-être les voir tous les 2 jours ou tous les 3 jours, peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui va te permettre finalement de conserver cette bonne énergie. D'ailleurs, tiens, un point qui est très important, parce que souvent, on me dit « Oui, mais je ne sais pas si cette personne-là, elle est bonne ou pas bonne pour moi. » C'est très simple. Quand tu vas voir une personne ou quand tu écoutes une personne, observe ton curseur d'énergie. Si ton curseur d'énergie est plus élevé après qu'avant, c'est que la personne-là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit bonne pour toi. Tu vois, donc, ça ment pas, quoi. Tu sais, c'est un petit peu, même si on se dit, oui, mais cette personne-là, elle a du réseau, cette personne-là, elle peut m'aider, cette personne-là. Ouais, mais quand tu lui parles et tu sens que après, t'es plus plombé que on va dire, que surmotivé, déjà là, c'est un critère. Donc, pilier 1, connexion à soi-même. Pilier 2, comment je me connecte aux autres. Ouais. Et sur ce pilier 2, là, par expérience, dans des accompagnements que j'ai pu faire avant, autour de projets immobiliers, on mettait toujours en place un board bénévole, mais un board engagé. Et c'était toujours cette idée d'avoir des ressources complémentaires, des ressources qui connaissaient le porteur du projet et qui étaient qui avaient une mission et qui s'engageaient dans cette mission. Et donc pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il y avait ce mini-board, c'est les boards du CAC 40, hein, les conseils d'administration, tout ça, on connaît. À sa mesure, à son échelle et dans toutes les dimensions de sa vie, on peut créer son propre board et son mini-groupe. Et quand c'est bien défini, quand c'est bien choisi, quand c'est bien paramétré, c'est une énorme ressource. Exactement, oui, c'est important de le conscientiser, ça. Parce que des fois, on dit oui, mais je sais, c'est avec un tel. De l'écrire, c'est aussi beaucoup plus puissant. Et formaliser et de mettre quelques règles en place. Si c'est 4-5 personnes, toutes les semaines, tu peux envoyer une petite note audio sur le groupe WhatsApp. Tous les mois, un petit mail. Et une fois tous les 3 mois, vous déjeunez tous ensemble. Et là, il y a un vrai suivi, il y a un vrai feedback. Il y a un vrai engagement et un vrai... la mission, tout le monde sait pourquoi ils sont autour de la table. Et
et à partir du moment où il y a cet engagement-là, il n'y a pas tu sais pourquoi tu as choisi ces personnes-là. Donc, quand elles te disent quelque chose, eh ben, elles sont vraiment là pour ça et tu les écoutes. C'est ça. Bah d'ailleurs, les points fondamentaux pour se connecter à ce genre de personnes, c'est un, on partage les mêmes valeurs, et deux, on a le même objectif. Donc là, c'est ce qui permet d'aller dans la même direction. Et tu vois, quand j'accompagne des personnes, quelles qu'elles soient, par exemple, un entrepreneur, c'est OK. Avant de vouloir impacter le monde, avant de vouloir diffuser ton message vraiment à des milliers de personnes, la première chose, si on revient sur ce pilier 1, toi, qui est-ce que tu es ? Qui est-ce que tu as envie d'être aux yeux des autres ? Et qu'est-ce que tu veux transparaître en réalité ? Ensuite, le pilier 2, à qui tu veux parler ? À qui est-ce que tu kiffes ? À qui tu kiffes parler ? Et ça, c'est une vraie question. Et comment tu connectes avec ces gens-là ? Donc ça, c'est selon moi, en tout cas, toi, c'est une vraie grille de coaching, d'évaluation que j'ai en permanence quand j'entends des gens parler et pour voir après s'ils ont du sens dans leur vie. Donc, pilier 1, c'est connexion à soi. Pilier 2, c'est connexion aux autres. Et le pilier 3, ça va être la connexion à ses projets, la connexion à ses rêves, la connexion à ses ambitions, à ses objectifs. Donc, avant même de... En dernier, bah tu vois par exemple le chef étoilé que je prépare pour comment son concours, son meilleur ouvrier. Voilà, son examen, oui. Avant ça, c'est toi qui tu es, comment tu connectes avec les gens, et on s'est rendu compte qu'effectivement, en plus sur cet examen-là, sur ce concours-là de meilleur ouvrier de France, on lui attribue 2 personnes, 2 commis, ils appellent ça des commis, tu sais, qui l'aident dans la préparation des plats et tout ça. Donc là, autant te dire que tu as intérêt de bien te connaître et l'interaction que tu as avec les gens, elle a intérêt d'être optimale parce que justement, le résultat final, donc ton projet, donc la connexion 3, elle va vraiment dépendre du 1 et du 2. Tu vois ? Donc au départ, lui, il se demandait un peu pourquoi. Je lui disais, tiens, comment tu es en ce moment avec tes enfants, avec ta femme, comment tu es avec tes collaborateurs et tout. Et rien que d'avoir modifié ça dans son quotidien, il se rend compte que déjà, il a augmenté en leadership, il a augmenté évidemment en sérénité intérieure. Et là, il me dit, ah ouais, mais c'est vrai que le jour où je vais être sur le concours, ma façon d'interagir avec ces 2 personnes qui me sont attribuées, que je connais ni d'Adam ni d'Ève, elle va être complètement différente. Et en plus, il s'est rendu compte que quand d'ailleurs, j'en parle parce qu'ils m'autorisent à en parler. Hein. Parce que bien souvent, je leur demande, les personnes que j'accompagne, que ce soit des sportifs de haut niveau, hommes politiques, comme cette personne-là, je demande, est-ce que je peux en parler, oui ou non ? Quand c'est non, c'est complètement OK. Quand c'est oui, bah, j'en parle sans non plus donner le nom et prénom parce qu'il y a aussi cette confidentialité. Mais il s'est rendu compte, pour revenir à cette personne, que le dernier concours qu'il avait passé, il avait échoué parce que justement, il était tellement en insécurité intérieure, c'est-à-dire tellement stressé, que du coup, il a parlé un peu trop de façon directive à son commis. Ouais. Et du coup, ce commis-là, il était en stress et il a fait un petit peu n'importe quoi. Tu vois, donc aujourd'hui, vous qui... De ressources potentiellement positives et alignées avec tes propres intérêts, tu en fais tu crées des situations négatives. C'est ça. Et c'est en cascade. Hein. C'est là où la mission, elle part en vrille. Elle part en vrille ou au contraire, elle peut justement réussir. Et ça, c'est pour retrouver du sens dans sa vie, c'est tout simplement déjà de se reconnecter étape par étape, dans cet ordre-là en tout cas, et pas se dire, tiens, je veux faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je veux... Ok, ça, t'inquiète pas. Si tu suis le process, tu y arriveras à un moment ou à un autre. Il faut aussi prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu me parlais de la reconversion. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir aussi une vision long terme, de jouer sur le long terme. Et on a toujours tendance, je généralise, hein, c'est sûr, mais en tout cas, je me rends compte que l'humain, moi le premier, on a tendance parfois à être un peu pressé, alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que toutes les actions qu'on met en place, elles vont avoir un impact pour... quelques mois, quelques années plus tard. D'ailleurs, moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me disant « Tiens, Geoffrey, ça fait plus d'1 an et demi que je te suis et je suis vraiment intéressé par ta formation pour devenir coach en préparation mentale. » Et là, je savais même pas que la personne me suivait, tu vois. Mais c'est tout ça, ces actions que j'ai mis en place il y a 2 ans, 3 ans en arrière, elles n'ont pas été vaines. Elles ont été faites parce que aussi elles devaient être faites. Et puis aussi, les gens, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils voient ton évolution.
Et moi, beaucoup viennent aussi pour cette raison. Ils me disent, quand on voit l'évolution que tu as en très peu de temps, c'est inspirant. Et donc, ça donne envie aussi de te suivre, de suivre une formation. Tu vois, donc, c'est vrai que parfois, on hésite à se lancer, on a peur, on se dit oui, mais on a peur de commencer petit. Alors qu'en fait, de se dire que le petit qu'on commence aujourd'hui, là, sera plus tard très inspirant pour des centaines et des centaines de personnes, pour pas dire des milliers de personnes. C'est notre ami Martin Latifi qui dit souvent on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime toujours ce qu'on va faire en 10 ans. C'est tellement ça. Donc, cette méthode bâtie avec ces 3 piliers au centre, tu la déposes. Ça veut dire quoi, déposer une méthode ? Alors, déjà, cette méthode, quand on dit déposer, c'est déjà déposer le nom, et puis déposer le concept auprès de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, voilà, c'est ça. C'est assez rare hein, dans ce game, on va dire, du développement personnel, coaching, formation, formateur. Tu as été au bout de cette démarche et c'est très rare pour être souligné et vraiment mis en valeur. Hein. En fait, moi, je suis tellement animé et porté par quelque chose de plus grand que moi que je me dis, voilà, je suis sans cesse en amélioration de cette méthode. C'est que derrière tout ça, il y a aussi une communauté. Cette communauté de coachs, cette communauté de gens qui nous suivent aussi pour les aider un maximum. Parce que moi, j'ai aussi cette idée de me dire, tu sais, en gros, dans 50 ans, je suis plus là. Donc, aujourd'hui, quand je forme une personne, je me dis qu'au fond, cette personne-là va pouvoir aider des dizaines et dizaines de personnes. Quand j'ai des retours, des feedbacks sur l'impact qu'ils ont, moi, ça m'anime profondément. Au-delà du contrat qu'on a ensemble, au-delà quand je dis contrat de formation que j'ai pu avoir avec eux, tu sais, cet échange financier qu'on a pu avoir, pour moi, c'est complètement accessoire. Et je me dis, OK, tiens, aujourd'hui, elle a pu aider telle personne, c'est juste dingue, quoi, tu vois. Et donc, c'est ça qui m'anime, c'est cette ambition de mettre vraiment un mouvement en place. Et aujourd'hui, il y a ce mouvement puissance mentale qui va au-delà de la méthode de coaching et c'est d'aider vraiment des personnes. Et c'est pour ça que de contribuer, ne serait-ce que par des interviews comme on est en train de faire, de contribuer aussi via le podcast qu'on a lancé, tout ça, ça permet d'aider un maximum de personnes. Donc il y a cette méthode, parce que derrière ces 3 grands piliers qu'on a évoqués, il y a cet objectif ultime qui est d'être en maîtrise de soi-même. D'ailleurs, j'ai résumé cette méthode qui fait quand même près de 380 pages. Tu vois, c'est un manuel de formation. Quand je me suis posé la question, comment je peux la résumer en une phrase ? C'était le fait d'accéder à la maîtrise de l'instant. Tu vois, il y a le fait d'accéder, c'est on y va d'une façon consciente, aussi inconsciente, mais en tout cas, il y a cette volonté d'y aller. Donc, accéder à la maîtrise, c'est la différence entre la maîtrise et le contrôle, comme on l'a dit précédemment, et de l'instant. Parce que aujourd'hui, enfin là, maintenant, ce qui se passe, c'est ça qui est essentiel. Le passé n'existe plus et le futur, on n'en sait trop rien ce qui va se passer. Par contre, si on a cette capacité à se maîtriser à l'instant T, eh bien, ça permet d'avoir des pensées qui soient justes, des comportements qui soient justes, des émotions aussi qui soient justes. Et même si on peut avoir tendance à parfois être en zone critique, c'est-à-dire d'avoir des émotions désagréables ou des comportements qui soient pas justes, le but, ce qu'il y a de grave, c'est pas de les avoir. Ce qui est problématique, les conserver. C'est exactement ça. C'est de rester dans ces schémas-là. Donc, le but, c'est de revenir dans cette zone de maîtrise, donc en accédant à la maîtrise de l'instant. Donc oui, je dis on parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus tout seul à développer cette méthode, même si je suis le fondateur et puis j'ai toujours le dernier mot en réalité parce que je veux conserver quand même l'essence. Et cette méthode-là, parce qu'aujourd'hui, elle peut autant aider des entrepreneurs, des dirigeants, des particuliers, des gens qui travaillent dans des institutions, qui sont en reconversion, qui perdent du sens, bref, tout type de personnes qui ont cette volonté d'évoluer, de grandir. Et pour moi, c'était important aussi de mettre les choses un peu dans le marbre, tu vois, parce que voilà, j'aurais pu mettre la méthode Geoffrey Brochet.
Mais quand je serai plus là, Geoffrey Brochet, on s'en foutra. Le but, c'est d'avoir la méthode puissance mentale. Et voilà. Et c'est vrai que le jour où j'ai eu cette idée, puissance mentale, je me suis dit, waouh, c'est un truc qui est sympa, ça. Parce qu'il y a cette énergie derrière. Et souvent, les gens se disent, c'est que le mental. En fait, ça va beaucoup plus loin que le mental. C'est toute cette puissance derrière qui permet à tout un chacun d'avancer, d'évoluer vers ce qui nous anime profondément. Et du coup, aujourd'hui, les activités autour de l'académie Puissance Mentale, c'est aussi bien d'accompagner entrepreneurs, sportifs, particuliers peut-être, et aussi bien de former d'autres intervenants, d'autres coachs, formateurs, peut-être consultants qui utilisent cette méthode. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon activité principale, c'est de la formation au coaching. Donc, soit pour que les personnes puissent se coacher. Alors, c'est du coaching en préparation mentale. C'est vraiment parce que, d'ailleurs, je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, tu sais, c'est le terrain qui parle, hein, comme je pense qu'on a compris depuis le départ, mais moi, les retours terrain sont très importants. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on avait tendance à former les gens comme il y a 40 ans en arrière. Avec ces méthodes de coaching, on dit on ne propose pas de solution. On est juste sur du questionnement. Faut que les personnes trouvent eux-mêmes leurs solutions. Faut comprendre que ce type de coaching-là, il avait sa raison d'être il y a 40 ans en arrière, même un peu moins, parce qu'on était trop dans du directif, tu sais, un peu en mode militaire, fais ci, fais ça, et puis on s'est rendu compte que c'était aux gens de trouver eux-mêmes leurs solutions. Et c'est très bien. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens sont en demande de solutions. Ils ont besoin d'outils concrets pour gérer leur stress, leurs émotions, pour gagner en confiance en eux, pour être capable de passer à l'action, pour finalement être en maîtrise d'eux-mêmes. Donc, le coaching en préparation mentale, c'est ça et ça à la fois. C'est-à-dire qu'il y a cette méthode de coaching alliée à cette méthode de préparation mentale qui fait le coaching en préparation mentale. Donc, c'est être à la fois en mesure de prendre du recul, d'aider la personne à prendre du recul par rapport à elle-même pour qu'elle puisse voir ses propres ressources et puis qu'elle comprenne aussi la problématique à laquelle elle fait face, et aussi de lui donner des outils, de lui proposer des outils, jamais lui imposer évidemment, mais que ces outils-là, elle se les approprie pour faire face à n'importe quelle situation. Donc que ce soit un gars du raid qui va interpeller un terroriste, ou l'entrepreneur qui doit faire une conférence devant 100, 200 ou 1000 personnes, tu vois. Donc cette méthode-là, voilà, elle est aujourd'hui, on la dispense pour autant des particuliers que des professionnels, que des gens qui sont en reconversion. Donc, on a vraiment tout type de personnalités. Et nous, dans tous les cas, quand les gens souhaitent s'engager sur cette formation pour devenir coach en préparation mentale, on a un entretien préalable pour être sûr déjà qu'elles sont là pour les bonnes raisons, qu'elles ne vont pas perdre leur temps, et nous non plus. Donc, on s'assure de tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus de demandes face au changement de société, face à toutes ces modifications, tu sais, tout ce qui se passe à l'extérieur. C'était d'ailleurs Charles Darwin qui disait les plus forts ne sont pas, ceux qui survivent ne sont pas nécessairement les plus forts ni les plus intelligents, mais ceux qui sont en mesure de s'adapter au changement. Donc là, c'est tout l'objet du coaching en préparation mentale, c'est d'être capable de s'adapter au changement tout en gardant la maîtrise de soi-même. Tu vois, donc il y a une réelle demande, et aujourd'hui, c'est vrai que la communauté grandit, et puis ce que les gens apprécient aussi, c'est... Vous êtes combien aujourd'hui dans l'écosystème Dans l'écosystème. On est à peu près une dizaine. Okay. Donc, c'est-à-dire que là, à l'heure où je te parle, à la tête de l'académie, il y a Betty et moi, hein, qui sommes les cofondateurs. Après, on a 2 superviseurs qui sont là pour animer aussi des webinaires. Et après, on a des master coachs qui sont là aussi pour encadrer les groupes qui viennent en soutien. Donc ça, c'est des personnes qui sont formées à la méthode, évidemment, qui ont aussi leur activité en à côté. Donc, il y a des personnes qui vont être plus spécialisées dans l'entrepreneuriat, d'autres dans l'entreprise, d'autres dans le sport, d'autres qui vont accompagner plus dans les universités, d'autres qui vont être avec les jeunes, d'autres qui vont être dans la reconversion. Bref, tout type de personnes. On a aussi sélectionné pour qu'il y ait un panel assez large. Et aujourd'hui, quand les gens viennent dans l'académie, ils se rendent... Le principal mot, c'est le mot famille.
Tu vois, c'est parce que moi, c'est ce qui m'anime vraiment. Moi, j'ai un côté famille très important. Et d'ailleurs, quand tu vois les avis Google, c'est les mots bienveillance, famille, partage et tout ça qui ressortent principalement. Donc oui, on est à peu près une dizaine. Le but, c'est pas non plus d'être beaucoup. Le but, c'est d'être une équipe qui soit soudée, familiale et qui apporte énormément de valeur à chaque personne qui nous font confiance pour leur évolution personnelle ou professionnelle. Et comment tu animes, du coup, si je comprends bien, il y a, dans ces 10 personnes, il y a des indépendants. Comment, donc vous êtes un petit peu à distance, en remote, à droite, à gauche. Comment tu animes, comment tu fédères, comment tu, 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 tu transmets, et tu veilles un petit peu à cette énergie, dans l'équipe. Bah, tu sais, je me considère un peu comme un capitaine de navire. C'est-à-dire que moi, j'ai la vision, je sais vers où on va aller, et après, je dispatche tout ça aux équipes. Donc, avant chaque webinaire, je dis, bon, je reconditionne toujours les pairs. Quand je dis je reconditionne, c'est le fait de conditionner mentalement, émotionnellement. Et je dis toujours, d'ailleurs, sur la fiche de préparation des webinaires, des ateliers pratiques, c'est on donne un maximum d'énergie, on donne un maximum de valeur, on est là pour les aider dans leur transformation. Tu vois, c'est des mots qui sont toujours mis. On les lit sans les lire, mais en tout cas, ils sont là inconsciemment et c'est toujours les valeurs de l'académie qui se diffusent. Et il y a aussi cette culture du feedback. C'est OK, tiens, Amy, comment tu t'es senti sur le dernier webinaire? Ah, je sens qu'à un moment donné, il y a eu une question et j'étais un peu en inconfort. OK, comment on peut améliorer ça? Tu vois, c'est toujours dans ce souci d'amélioration continue. Et d'ailleurs, nous, les personnes qui sont là en master coach ou en superviseur, moi, je les ai sélectionnés parce que ces gens-là aspirent aussi à réaliser leurs rêves. Tu vois, par exemple, on a une de nos superviseurs qui était capitaine de police, qui a ce rêve d'aller vivre en Nouvelle-Zélande. C'est bizarre, ça. Voilà, on en a une capitaine de police. On a de mémoire. Oui, c'est la seule qui était dans la police. Et effectivement, son côté aussi, elle était manager, tout ça. Donc, tu vois, c'est un côté aussi qui est intéressant dans la gestion d'équipe. On a une autre personne qui, lui, fait que de l'accompagnement individuel et aussi intervient dans l'entreprise. Lui, il est plus sur une autre dynamique. Mais là, on a vraiment cette culture du feedback où on voit à chaque fois qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, moi aussi, je suis là pour dynamiser. C'est-à-dire que sur le groupe WhatsApp, c'est qu'on a en commun, c'est alors, comment s'est passé le webinaire d'hier? Tu vois, je prends toujours des news. Et puis, des petites choses, mais à leur anniversaire, on leur envoie des petits cadeaux. Tu vois, c'est toujours des petites attentions, des petites marques de considération, parce que je considère aussi que les personnes de l'équipe, eh bien, c'est aussi des personnes humaines avec leurs hauts et leurs bas. Donc, je suis aussi là pour aussi les coucouner, les challenger, les aider. Enfin, quand je dis je, c'est aussi Betty, hein, parce que Betty, elle a aussi ce rôle de manager un peu les équipes. Donc, il y a vraiment cet esprit de famille. Et tu sais, quand ils voient que moi-même, je prends du recul par rapport à moi-même, je leur pose des questions, je dis tiens les gars, de façon générique, hein, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, comment je peux faire pour m'améliorer là? Je sens que j'étais pas au top, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Tu vois, je pourrais rester là en haut de l'affiche en me disant non, attends, c'est moi qu'on voit sur les réseaux, je suis le meilleur, mais surtout pas, quoi, surtout pas. Et je leur dis, et ils le savent, le jour où vous m'entendez avoir ce discours-là, n'hésitez pas, vous me mettez un coup de pelle et vous me réveillez de mon délire parce que bon, ça n'arrivera certainement jamais. Et puis, j'ai pas du tout l'intention d'être comme ça. Mais tu vois, il y a toute cette énergie où de considération, de feedback qui permet toujours d'améliorer. Et puis, ils sont aussi au clair de me dire, bah tiens, Geoffrey, là, t'as pas été assez présent pour nous. Et moi, on a un échange, tu vois, on discute parce que dans une équipe, ce qui est important, c'est comme on en disait tout à l'heure, c'est d'avoir des valeurs communes, d'avoir un objectif commun, mais c'est aussi d'avoir un cadre dans lequel on va évoluer et surtout une communication commune. Cette communication, c'est déjà comment moi je communique avec moi-même, comment je suis intérieurement, mais c'est aussi comment je communique avec les autres. Et là, tout ça, ces échanges, c'est fondamentaux et c'est ce qui va vraiment permettre l'amélioration de l'académie et du coup, ce qui va aider encore plus de monde. Là, tout de suite, ce que je remarque, c'est que, encore une fois, c'est, je crois, très très rare que les webinaires, donc les
les sessions où il y a normalement besoin de beaucoup d'animation, beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, ne soient pas automatiquement animées par toi, par exemple, parce que c'est toi qui as initié et qui a créé un petit peu ce mouvement avec Betty. Donc s'il y a une vraie confiance, s'il y a une vraie transmission de relais, on va dire, et c'est très très rare que ce soit des personnes de l'équipe qui aient en charge cet aspect-là. Depuis le début, c'était quelque chose qui était présent, peut-être pour alléger aussi le quotidien de l'animation de tout ça. Comment ça s'est un petit peu mis en place? Alors, tu vois, les 3 piliers, moi, ils sont toujours en arrière-plan. C'est-à-dire que, Ouais. OK, l'objectif, c'est peut-être de développer l'académie, l'entreprise, donc le pilier 3, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui va aussi être bon pour les autres? Donc les autres, en l'occurrence, c'était les gens qui nous font confiance et qui viennent dans l'académie, pour après développer tout ça. Donc là, effectivement, mon temps, mon énergie est compté, mais je me suis posé la question, je me suis dit, à qui je peux faire confiance pour justement être dans ces webinaires-là, sachant que les webinaires, au final, c'est des exercices pratiques, c'est un atelier pratique, un petit peu comme les travaux dirigés à la fac, tu vois, où tu as les chargés de TD qui sont là pour mettre en application ce qui a été vu sur les enseignements principaux. Donc, déjà, les gens ont accès, les membres des programmes ont accès au contenu vidéo sur des capsules vidéo où c'est moi qui diffuse le contenu. Ensuite, ils ont les ateliers pratiques avec les superviseurs et les master coachs. Et après, il y a un atelier avec moi, un espace, ça s'appelle le club, où justement il y a les nouveaux qui arrivent et les anciens qui ont souhaité adhérer aussi à ce club, où là c'est un temps de questions-réponses, on est vraiment connectés, tu vois, où je leur fais part de mes challenges du moment, sur mes retours d'expérience de terrain, et je réponds vraiment précisément aux questions. Et finalement, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais moins présent qu'au début, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais tous les ateliers pratiques, mais au final, cet espace-là que j'ai de plusieurs heures par mois, ça apporte tellement une valeur ajoutée aux personnes que, au final, aujourd'hui, peut-être que je suis moins présent dans leur cursus, mais l'impact est beaucoup plus important que ce que je faisais au départ. Parce que là, on a vraiment un temps d'échange pendant plus de 2 heures où on dit « Ok, questions-réponses », où moi, je me mets à poil, mais dans le sens où je réponds à toutes leurs questions en toute humilité, toute vulnérabilité, vraiment. Tiens, Geoffrey, est-ce que t'était déjà arrivé ça, telle situation? Je fais ok, oui, ça s'est arrivé, j'ai eu telle problématique, j'ai géré ça comme ça, on a mis ça en place. D'ailleurs, par rapport à la méthode, comme je vous le dis, ça, c'est ça, tu vois. Donc, il y a un vrai partage qui se crée. Et effectivement, du coup, on a mis en place cet écosystème qui est aussi bon pour moi, pilier 1, meilleur pour les autres, donc pilier 2, et qui permet, pilier 3, tu vois, j'utilise tout le temps, pilier 3, d'avoir finalement une académie qui soit florissante dans le sens où les gens qui nous font confiance, il y a un taux de satisfaction très élevé, on approche les 100%, ils encouragent des personnes à venir nous rejoindre, enfin bref, c'est vraiment, c'est très valorisant tout ça. Donc, mais déjà, dès le départ, je me suis dit, j'avais cet œil du sniper en me disant, qui est-ce que je vais pouvoir recruter peut-être dans 1 an, 2 ans, et je l'ai toujours cet œil-là, en me disant qui est-ce qui apporte de la valeur à l'académie, à l'entreprise, qui est-ce qui est aligné par rapport à ce que nous on propose. Tu vois, j'ai toujours une oreille qui traîne, j'ai toujours, je me dis tiens, cette personne-là, elle a un super état d'esprit, elle est au top du top, dans quoi je pourrais vraiment lui donner un rôle dans l'académie, tu vois. Et parfois, c'est vrai que j'ai des gens, moi j'ai déjà un petit vivier, on va dire, de personnes qui sont au top du top, et que je sais qu'à un moment donné, je ferai appel à leur service, je sais pas pour l'instant dans quel domaine, mais je sais que ces gens-là, humainement, ils sont tellement incroyables que je sais que on fera appel à eux, tu vois. Donc ça va matcher, ouais. Oui, c'est ça. Il y a donc c'est et puis j'ai cet échange aussi avec Betty, hein, parce que Betty, elle est plus sur le côté énergétique. Elle est coach en énergie subtile, donc elle a tout ce côté qui est un peu de ressenti, d'intuition, qui est très très développé. Et je lui dis, tiens, cette personne-là, je la sens bien. Comment toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et là, elle me dit tout de suite, oui, ça va matcher. Non, ça va pas matcher. Très souvent, on va dans la même direction. C'est rare qu'elle me dise, ah, je le sens pas ou je la sens pas.
Et effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens nous posent la question, comment ça se fait que vous ayez une équipe aussi soudée? On a l'impression d'être dans une famille. Et quand les gens viennent nous voir, on n'est pas un clan. C'est-à-dire que les gens intègrent la famille. Tu vois, je me souviens d'un dernier séminaire qu'on avait donné en juin dernier. On s'est retrouvés le samedi soir, tous autour. Là, on était peut-être une trentaine assis. Et puis les gens nous posaient des questions vraiment en toute transparence. Et ça, ils ont adoré. Parce que là, tu vois, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que ils ont accès à moi, tu vois, mais j'aime pas dire ça. Mais en tout cas, il y a ce rapport qui est, pour moi, humain. Il y a ce rapport qui est d'égal à égal. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'une fois, j'avais ma mère qui était sur un séminaire puissance mentale comme ça. Et c'est la famille, hein, tu sais, elle est tellement fière de nous voir évoluer. Je dis, viens, ça te fera certainement du bien. Elle adore ça, quoi. Et il y a une des participantes qui dit, j'espère juste que Geoffrey, il changera pas. Et ma mère, elle a dit, t'inquiète pas, il changera jamais. Tu sais, un peu, parce qu'elle dit, écoute, il a plus de 40 ans, je le connais, il n'y a aucune raison qu'il change. Donc, c'est foutu maintenant. Voilà, c'est foutu. Il va évoluer, mais en tout cas, il changera pas. C'est vrai que la personne, quand elle disait, je veux pas qu'il change, c'est dans le sens, je veux pas qu'il prenne le melon, j'aimerais pas qu'il prenne le melon, qu'il prenne de la distance et tout ça. Et c'est ça qui est important, c'est aujourd'hui, même si j'ai, entre guillemets, moins de présence sur le cursus, j'ai une présence qui est beaucoup plus qualitative. Et d'ailleurs, les gens, quand ils ont une question à poser, ils posent ça sur le groupe, moi je leur fais une vidéo en moins de 5 minutes. Donc tu vois, il y a cette disponibilité aussi. Et ça permet de profiter au plus grand nombre. Donc tu vois, on a affiné encore ma présence en tout cas, la présence des superviseurs et des master coachs pour avoir quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus qualitatif. Et c'est pour ça aussi qu'on fait notre différence aujourd'hui dans l'univers du coaching. C'est super. On commence à quand même avoir une très très belle vision de Geoffrey et de l'écosystème que tu as construit. Avant de passer à la dernière question, j'ai 2-3 points que j'aimerais encore creuser. La journée type aujourd'hui que tu vis, ton quotidien, on va dire, et tes piliers ou tes créneaux ou tes sessions quotidiennes, est-ce que tu peux un petit peu nous les partager? Je vais te partager ma journée idéale, celle que je pratique, on va dire, dans 80-90% du temps. C'est déjà de me réveiller le matin tranquillement, en prenant le temps, en commençant ma journée vers 9h. Tu vois, j'aime commencer par un peu de sport. Donc là, le sport, avant, j'étais dans le sport, dépassement de soi, performance, record, compétition. Là, aujourd'hui, quand je vais courir, je sais quand je pars, je sais jamais trop quand je rentre. Mais c'est surtout qu'est-ce que je ressens quand je cours. Je laisse à moi venir la créativité. Je me laisse aller. Je suis vraiment en connexion avec, pour le coup, à la connexion 1, tu vois, vraiment avec moi-même. Après, quand je reviens, je me mets à mon activité. Donc là, le matin, je suis plus dans de la création de contenu. Donc, ça va être la création de podcasts, la création de vidéos, la création pour les différents programmes. Souvent, je prends mon repas vers midi et demi, 1h. Et après, la chose fondamentale, Gaël, celle à laquelle, depuis plus de 40 ans, je ne déroge pas. Et que les seules fois où j'ai dérogé, c'est que vraiment, j'avais pas le choix. Je détiens un titre de champion intersidéral dans cette discipline. C'est la récupération optimale. Autrement dit, une bonne sieste, pour récupérer. Génial. Et tu vois, ça, c'est vraiment... c'est d'ailleurs, souvent, quand j'étais en compétition, on me disait, c'était quoi ton secret? Est-ce que tu te dopes? Parce que c'est vrai que les gens, quand ils voyaient champion du monde plusieurs fois dans un sport de force et tout ça, ils disaient, il y a du dopage. Dis-moi, mon dopage naturel, c'est le sommeil. Sommeil et la récupération. Là, donc, d'ailleurs, mes enfants le savent, ma femme le sait, mes parents le savent que entre 13h et souvent 14h, 14h30, soit je suis tranquille, soit je fais ma sieste, mais vraiment, je prends un temps où je me pose parce que ça me fait du bien de récupérer. Et puis après, entre 15h et 18h, je m'occupe aux différentes activités de l'entreprise. Vers 18h, c'est souvent une balade, forêt. Je dis souvent, mais c'est quasiment tous les jours, soit tout seul,
soit avec Betty, soit dans tous les cas, c'est avec Laïa, ma chienne Dogue de Bordeaux, qui m'accompagne. Et puis aussi des fois avec les enfants quand ils sont d'humeur à venir. Et puis voilà, c'est surtout trouver un levier pour les motiver. Il y a une évolution là. Ouais, c'est ça. Bah, là-dessus. Ils deviennent adolescents, donc on va dire quand même 3 fois sur 5, ils viennent avec moi quand je leur demande. Et puis après, le soir, soit j'ai des webinaires, soit c'est vraiment des connexions famille. Donc, tu vois, ça, c'est ma journée idéale. Et là, donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je travaille 5 jours sur 7, 4 à 5 jours sur 7. Moi, mon idéal de vie, parce que souvent on me dit, toi, tes objectifs, c'est quoi? Est-ce que c'est de faire X milliers, X millions d'euros? Moi, c'est déjà mon style de vie. Et le but, c'est de m'alléger de plus en plus. Tu vois, tout à l'heure, quand tu me parlais de forêt, de vivre en nature et tout ça, pour moi, c'est quelque chose, ça m'illumine directement. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment mon objectif idéal, c'est de travailler, entre guillemets, le même style que je viens de te donner, 3 jours et de me poser pendant 7 jours. Quand je dis me poser pendant 7 jours, c'est d'aller faire, d'amplifier ce que je fais déjà. Donc, c'est-à-dire balade en forêt, sport. Ah oui, donc pardon, 3 jours sur 10. C'est ça. Ouais. Donc, d'où vraiment, parce Génial. que pour moi, c'est vraiment important de travailler sa vibration, de travailler son énergie pour être encore meilleur quand tu échanges avec les gens. Donc, tu vois, sur ces 7 jours où je serai en déconnexion complète, bien sûr, quand je dis déconnexion complète, il peut y avoir des urgences, il peut y avoir des choses à gérer. Ça ne m'empêcherait pas d'avoir peut-être une demi-heure, 1 heure où je consacre à l'entreprise, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment cette période où vraiment de déconnexion pour augmenter la vibration, me former aussi, d'écouter de nouvelles choses, de rentrer en créativité pour lorsque j'arrive d'envoyer du très très lourd. Tu vois, parce qu'aujourd'hui... Ça demande beaucoup de temps, de ressources, oui. En fait, de mettre des pièces dans la machine. C'est ça. C'est énorme le temps. Et si on est toujours dans l'opérationnel, dans l'urgence, il n'y a rien qui remet et le réservoir s'épuise beaucoup plus rapidement et il se tarit. C'est ça. Et puis moi, je me dis, chaque action que je fais, ça doit être dans cette fameuse zone de génie. Mais en plus, chaque action que je mets en place, faut qu'elle ait un impact pour 2-3 ans plus tard. L'enregistrement qu'on est en train de faire, Gaël, il y a des gens qui sont en train de l'écouter, on est peut-être en 2025. Mais parce que justement, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, aujourd'hui, l'énergie que j'utilise pour être avec toi, ce que je partage et tout ça, je sais que ça va avoir un impact dans plusieurs mois, plusieurs années encore. Et c'est ça, en fait, moi, c'est entre guillemets mon obsession, mais je prends du plaisir à ça, c'est prendre du recul et me dire où est-ce que je peux vraiment déléguer sans que les membres des programmes y voient justement un inconvénient, mais au contraire qu'ils y trouvent un avantage, parce que tout à l'heure on parlait des superviseurs. Moi j'ai des retours incroyables de personnes qui me disent mais c'est génial parce qu'on a justement une vue qui est différente de la tienne, ultra complémentaire, c'est très riche en expérience, donc ça c'est génial, tu vois, donc il y a un réel intérêt à tout ça. Et moi, comment faire pour justement apporter des choses qui soient vraiment plus puissantes, et ça c'est ma quête. Donc je pense que vraiment travailler son énergie, travailler sa vibration permet d'apporter quelque chose qui soit encore plus qualitatif, plus fin, plus raffiné pour avoir un impact plus important. Toujours en cohérence avec ces fameuses 3 connexions, ces 3 piliers. Ouais. 100% d'accord. Sur le côté famille, sur le côté enfant, on n'a pas trop abordé ce sujet. Quels sont et quelle est un petit peu quels sont les 2-3 hacks que tu peux avoir au quotidien avec ce rôle de papa, de parent, avec des enfants qui rencontrent des situations différentes, peuvent ne pas être d'accord, être en colère, être triste, être en énergie dingue. Qu'est-ce que tu utilises pour justement garder cette maîtrise, garder cette énergie maîtrisée pour être là et faire passer le message, faire passer
le, le, le rythme quotidien et familial, le ramener, on va dire, à une sérénité? Tout part de moi. C'est-à-dire que les échanges que je vais avoir avec mes enfants, avec Lucas et Robin, l'échange que je vais avoir avec Betty, l'échange que je vais avoir avec mes collaborateurs, le départ, il est moi. Donc la première chose, c'est déjà de s'observer. Comment je suis? Est-ce qu'en ce moment, je suis pas fatigué? Est-ce qu'en ce moment, je suis en pleine énergie? Est-ce que j'ai tendance à être focalisé sur les choses qui vont pas? Est-ce que j'ai tendance à être focalisé sur les choses qui vont? C'est le point de départ, tu vois. Et pour ça, et je me suis rendu compte que parfois, il n'y a pas besoin de 3 heures, 3 jours, 3 semaines pour pouvoir être serein individuellement et pour du coup avoir des rapports de qualité. Quand je sens que mes enfants ont un besoin que je sois présent alors que peut-être j'ai beaucoup d'activités, je leur dis ok, laissez-moi juste 1 heure et après, je vais venir avec vous, ça sera pas très long, je vais être avec vous juste un quart d'heure, 20 minutes, mais on va faire quelque chose ensemble qui va être juste waouh et je vais être à 100% avec vous. Tu vois, le but, c'est vraiment d'être dans la maîtrise de l'instant. C'est-à-dire que quand je suis dans mon job, je suis dans mon job. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je suis avec les auditeurs, je suis avec les auditeurs. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Ça, c'est ma cible. C'est mon objectif ultime. Bien sûr que quand je suis avec mes enfants, il m'arrive de penser à mon job. Mais dès que je m'en aperçois, je reviens ici. Ça, on verra après. Si c'est vraiment quelque chose qui me... Donc, je coupe les notifications. Tu me demandais des hacks. Je coupe les notifications. Dès que je me vois attiré par mon téléphone portable, je dis hop, stop, on verra ça tout à l'heure. Donc, souvent, je mets en mode avion. Et je m'observe beaucoup dans ma façon de parler, dans ma façon de les écouter. Et dès que je sens que je suis distrait par autre chose, par quelque chose que j'anticipe une situation future, etc., je reviens ici pour être pleinement présent avec eux. Tu vois, c'est un idéal de vie que je mets en place dans mon quotidien. En fait, la méthode puissance mentale, et c'est pour ça aussi que les gens apprécient, c'est que moi, je la mets en place tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai mon fils qui est en énergie haute, alors énergie haute, ça ne veut pas forcément être dire qu'il fait la colère, mais ça peut être énergie haute, il a envie de bouger et tout ça. Je me dis, tiens, moi, est-ce que là, j'ai envie d'aller faire du trampoline avec lui? Est-ce que j'ai envie d'aller courir avec lui? Est-ce que j'ai la voix qui commence à railler? Tu vois, je m'observe là et je vois qu'après près d'1 heure, j'ai aussi... 1h30. Voilà, 1h30. Oui, c'est ça, 1h30, j'ai la voix qui commence. Mais c'est OK, tu vois, pas de souci par rapport à ça. Quand je vois qu'il est en énergie haute ou autre, je me dis comment... Déjà, je l'accepte comme il est. Parce que lui, peut-être, a d'autres besoins que moi. Donc c'est ça aussi, cette fameuse connexion aux autres. C'est pas vouloir imposer ce que nous on veut, mais c'est aussi être dans la tolérance de ce que sont les autres. Et là, donc, je me dis, ok, je vais être avec lui. Donc, quand il veut faire du trampoline, par exemple, je dis, bah, tiens, mon loulou, ça te dit que je te regarde faire des saltos et que je vois à quel point tu as progressé, tu as évolué. Parce que lui, c'est un petit peu, surtout le petit dernier, c'est un petit performeur, tu vois. Donc, il aime aussi d'être évalué à ses résultats. Donc, quand il papa, je sais faire un salto arrière, waouh, génial. Et par contre, avec le plus grand, Lucas, lui, c'est plus partager des moments de papa, j'ai des choses à te dire. Tu vois, donc là, je me connecte aussi à leur énergie, tu vois, et à ma façon. Donc, comme je donnais l'exemple du trampoline, bah, je sais que aller sur le trampoline à ce moment-là, peut-être que c'est pas la meilleure des choses pour moi. Par contre, je peux m'adapter justement en l'observant plutôt que en allant avec lui. Parce que si je vais avec lui, je sais que je vais pas super être au top du top. Par contre, il y a des moments, effectivement, où j'aime aussi faire des saltos avec lui, tu vois. Donc, c'est aussi être en maîtrise de chaque instant parce que chaque instant est différent d'un autre. Et comment je fais pour m'adapter au mieux à mon environnement tout en me respectant moi-même pour que justement tout ça, finalement, atteigne un objectif commun et ça donne du sens à tout ça. Tu vois, donc voilà aussi, mais attention, hein, je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être le papa qui est toujours au top du top. Parfois, il m'arrive d'être triste, il m'arrive d'être en colère, il m'arrive aussi. Mais par contre, comme on disait tout à l'heure, le but, c'est de ne pas rester dans ces états-là, c'est de revenir justement en état de maîtrise et puis et de faire aussi un feedback. Moi, il m'arrive très souvent d'aller voir mes enfants, dire, bah écoutez, là, tout à l'heure, on s'est un peu fâché. Je pense que ça t'a pas fait plaisir. En tout cas, moi, je me sentais pas à l'aise par rapport à ça. Je sais que je me suis vite emporté et je m'en excuse vraiment parce que en ce moment, j'ai des gros challenges au niveau du travail. Je suis un peu fatigué. Donc, je t'ai disputé. J'avais peut-être pas, même si ce que tu as fait, c'était pas génial, j'avais pas à te disputer de la sorte. Donc, vraiment, est-ce que tu acceptes mes excuses? Tu vois, et pour eux, pour mes enfants,
Tu t'imagines d'avoir un père qui vient en toute humilité et vulnérabilité leur dire « j'ai pas été le meilleur des pères possibles ». Waouh, je me dis que, en tout cas, c'est ma conception, c'est ma vérité. Je pense que d'avoir un père comme ça, c'est plutôt, en tout cas, c'est plutôt cool. Et voilà, donc j'essaye d'aller dans cette direction-là, tu vois, même si ça demande toujours de l'adaptation et du feedback. J'essaye aussi de faire à peu près la même chose pour notre petit Robin qui a 2 ans. Oui, on a un enfant qui a le même... C'est pas le même. C'est pas le même, non. Il a 2 ans. Donc, très, très chouette. Je crois qu'on peut passer aux dernières questions, beaucoup plus légères et peut-être un peu plus rapides avant de clôturer ce très, très bel épisode. Je suis très, très heureux. Je suis ravi de toute la valeur et tout le contenu que tu as transmis aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Si tu devais écrire un livre, il porterait sur quoi? Gaël, ça fait 2 ans que je suis sur un livre. Pourquoi tu me poses cette question en ce moment-là? Parce que justement, c'est rigolo que tu me poses cette question. Ça fait 2 ans, en fait, j'ai été contacté par un éditeur qui m'a dit vous avez déjà pensé à écrire un livre? C'était une belle maison d'édition. Et au départ, je crois que c'était un peu une arnaque. Je me suis dit, c'est quoi cette question? Puis en fait, quand j'ai vu que c'était une grande maison d'édition, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et donc, ça fait 2 ans que j'écris un livre. Mais ce livre, justement, j'y mets mes tripes. J'y mets vraiment... j'ai pas juste envie que ça soit Geoffrey, il a écrit un livre. Je veux que ça aide des milliers de personnes. Donc, justement, ce livre, il a cet objectif de permettre aux personnes de retrouver du sens dans leur vie. Tu vois, qu'on soit en découverte de soi ou qu'on ait déjà fait un travail sur soi-même, c'est les personnes qui, aujourd'hui, sont un peu dans un brouillard, tu vois, ils se sentent un peu bloqués, ils savent qu'ils pourraient évoluer, mais ils savent pas trop comment. Et bien justement, ce livre-là, je suis en train de l'écrire, je suis en phase de relecture, donc c'est quelque chose qui va pas tarder à sortir. Puis après, on va rentrer en termes de négociation aussi avec l'éditeur. Mais c'est quelque chose qui, tu vois... À un moment donné, je voulais écrire un livre plus par « je veux aider les gens ». Donc, connexion pilier numéro 3. Mais je me suis dit, moi, qu'est-ce qui m'anime? De quelle façon je vais écrire ce livre? De quelle façon je veux écrire ce livre? J'ai toujours cette volonté que lorsque les gens me lisent, les gens m'entendent. C'est-à-dire que je m'exprime comme je m'exprime là. Évidemment, avec des tournures de phrases qui sont... Mais en tout cas, c'est pas de la grande littérature, parce que j'ai pas cette volonté-là. Mais je veux que ce manuel-là, ce support-là, en tout cas ce livre-là, transforme des vies. Tu vois, c'est cette réelle volonté-là. Et donc derrière, il y a des clés, il y a du concret, il y a du storytelling où j'explique en toute humilité un certain nombre de choses. Et puis, voilà, donc je partage beaucoup de moments de ma vie aussi. Mais en tout cas, quand je partage ces tranches de vie, je me dis comment ça peut aider les autres. C'est pas juste je raconte ma vie pour raconter ma vie, parce que ça, les tranches de vie, les personnes s'en foutent, tu vois, et il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, c'est comment ça peut les aider, justement, dans leur évolution. Donc, ce livre-là, il a vraiment cette ambition-là d'aider les personnes à retrouver du sens dans leur vie. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, une personne qui fait un sport de haut niveau aurait intérêt à lire ce genre de livre, ou un entrepreneur, ou un dirigeant, ou peu importe le type de personne, parce que justement, quand tu retrouves du sens, tu vas te connecter réellement à ça pour aller en direction de ta mission, celle qui t'anime vraiment. Tu deviens extrêmement puissant, dans le sens où tout ce que tu dégages a un réel impact, et du coup, tu inspires énormément de personnes. Donc voilà pour le livre. D'ailleurs, peut-être que les gens, à l'heure où ils écoutent, il est peut-être en librairie. Peuvent le lire, évidemment. On mettra les liens. On tient toujours à jour les liens. Donc, s'il est dispo, voilà. Vous pouvez cliquer. Si tu avais l'occasion de boire un café avec la personne de ton choix, encore présent dans ce monde ou pas, qui choisirais-tu? Waouh, c'est une vraie question que tu poses là. Je crois que c'était des questions que de surface. J'ai le droit qu'il y ait une personne, c'est ça? C'est vraiment comme tu veux. Il y a déjà des personnes qui ont dit
C'est une vraie table ronde, donc. Ah ouais, mais c'est ça en fait. En fonction de l'objectif, tu vois, j'irai voir déjà certains membres de ma famille que j'ai pas connus, en leur disant, dis-moi en plus, dis-moi un peu plus sur toi. Qu'est-ce que tu as vécu? Tiens, tu as vécu la guerre, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement te sortir de ça? Qu'est-ce que tu as envie que moi, aujourd'hui, je garde de toi ton existence, en fait? Tu vois, ce genre de transmission. Donc, déjà, j'irai voir ce genre de personnes, donc tous mes arrière-grands-pères, enfin, parce que, tu sais, c'est rigolo, mais quand j'avais la chance d'avoir encore mes grands-parents, j'avais déjà cette dynamique en me disant, je sais qu'ils ne seront pas éternels, je leur pose toutes les questions que je dois leur poser pour avoir aucun regret. Tu vois, j'avais déjà cette vision à très long terme. Et après, j'irai voir, je pense, un gars comme Viktor Frankl, on parlait tout à l'heure, en lui disant, tiens, toi qui as vécu un truc vraiment très compliqué, si comme ça, on prenait une demi-heure de notre temps et que tu pouvais m'enseigner les choses, le secret de la vie, en fait, ça serait quoi? Pour toi, le secret de la vie, ça serait quoi? Comment faire pour que, justement, on termine cette vie-là en se disant je l'ai vécu de la meilleure façon qui soit. C'est toujours, encore une fois, d'utiliser le passé, les expériences des gens, leur éducation, ce qu'ils ont mis en place pour en tirer un apprentissage. C'est toujours cette culture du feedback, cette culture de l'apprentissage et cette culture de l'expérience plus que du savoir qui pour moi m'anime, et j'irai vraiment voir ce type de personnes. Donc j'irai voir des Viktor Frankl, des Gandhi, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on peut voir en apparence et ce qu'ils ont réellement vécu dans leur quotidien. Tu vois, je pense que là, il y a une grande marche par rapport à ça. Ouais, en face à face, de manière assez intime, c'est juste quelque chose d'encore plus fort. Exactement. Si tu pouvais découvrir une culture ou un pays, lequel choisirais-tu? L'Asie. J'aime beaucoup la philosophie. La philosophie? La philosophie des personnes, voilà, de tout le continent asiatique. J'y suis jamais allé. J'aimerais vraiment y aller. J'aime en tout cas, j'ai des amis qui sont à Bali, tout ça, qui m'en parlent, d'autres qui ont vécu dans d'autres endroits aussi, mais ils me parlent beaucoup de cette sérénité, de cette gentillesse des personnes. Et c'est aussi le cas en Afrique, aux États-Unis, enfin en Amérique ou autre. Mais il y a quelque chose qui m'attire dans aller voir des temples bouddhistes, tout ça. J'aimerais, cette culture-là m'intéresse beaucoup. Et si j'ai la possibilité, c'est d'aller aussi dans d'autres pays, mais plus attiré par en premier lieu par ce genre de pays. Tu nous as partagé déjà deux, trois ressources. Je mettrai les liens dans la description. Si tu en avais une là que tu aimerais offrir au monde entier, si tu pouvais, ça serait un livre, un film, un artiste, une pièce de théâtre. Qu'est-ce que ça serait? Waouh! On a 4 heures pour que je réfléchisse ou... C'est vrai qu'on m'avait posé la question. D'ailleurs, quand j'étais intervenu sur scène de Martin Latulippe, c'est sur le panel où les gens posaient des questions. Et on nous a posé la question là, quel livre vous pourriez proposer? Et en fait, moi, j'ai un peu botté en touche en disant Martine à la ferme, tu sais, déjà pour décontracter un peu l'ambiance. Et puis après, j'ai posé la question, j'ai dit, mais en réalité, de quoi vous avez besoin, vous, là, aujourd'hui? Parce qu'en fonction de vos besoins, on pourrait vous conseiller différents types de livres. Mais moi, tu vois, si j'avais un livre comme ça qui m'a le plus aidé, j'ai envie de dire, c'est celui de John de Martini. John de Martini donc il parle beaucoup d'équilibre, vraiment de retrouver l'équilibre entre sur le fait qu'on a tendance parfois à idéaliser une situation, voir à quel point justement dans n'importe quelle situation on peut avoir autant du positif que du négatif. Donc c'est ce qui équilibre. Et
finalement de toujours tirer un apprentissage de cette situation. Tu vois, j'en ai un à portée de main, c'était Vos richesses intérieures, voilà, de John de Martini. Et l'autre aussi, celui qui n'est plus édité d'ailleurs, celui-là m'avait beaucoup aidé. J'ai complètement oublié le titre, mais je le relis fréquemment. On le retrouvera. Ouais, John de Martini, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. Ouais. Merci beaucoup. Si tu avais un bouton No Limit devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Celui d'aider un maximum de monde. Vraiment, si tu vois tous les apprentissages que je propose aujourd'hui, que ça puisse les aider, mais vraiment de façon inconditionnelle, tu vois, vraiment, parce que je suis tellement convaincu que le fait de reprendre la maîtrise de soi-même, de parvenir à gérer son mental, la connexion aux autres, tout ça, c'est tellement important, ça fait tellement une différence dans sa vie. Si je pouvais dire, tiens, on diffuse ça en cadeau à tout le monde, vraiment, sur le monde entier. Upload direct. Ah ouais, pour moi, ça serait juste waouh, quoi. Génial. Ça, c'est, ouais. Pour nous, le podcast, c'est vraiment cette idée, tu en as un petit peu parlé, de laisser une trace, une conversation, un échange, un héritage. Alors, la dernière question, c'est de te proposer de laisser un petit message à tes enfants. Waouh, c'est fort ça. Laisse-moi comme ça quelques secondes pour réfléchir, parce que tu vois, tout ce que je partage, je me dis toujours que ça pourra soit leur servir, soit servir à mes petits-enfants ou à mes arrière-petits-enfants. Ça serait: crois en toi, fonce, tout est possible. Réellement, tout est possible. Waouh. Merci Geoffrey, merci. Merci à toi. Très très bel échange, très très belle conversation, encore une fois. Elle est belle, On a beaucoup de chance sur Aventure Humaine. Là, il y a l'émotion qui monte. Bien vu. Merci. Et puis très heureux en tout cas d'avoir partagé comme ça près de 2 heures avec les gens. Et c'est toujours vraiment un plaisir, tu vois, Gaël, de donner un maximum de valeur dans peu importe le moment, peu importe le lieu. D'être soi pour aider un maximum et finalement pour diffuser ce bien-être, ce bonheur, parce que tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde. Vraiment. C'est ma conviction. À qui tends-tu le micro si tu avais envie d'écouter une telle conversation, un tel échange à l'avenir avec quelqu'un? À qui as-tu envie de passer le micro? Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, je ne sais pas si tu l'as déjà reçu là sur ton podcast, c'est quelqu'un, je sais que si je dis ça ne lui plaira pas, mais à qui je dois beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a permis de croire en moi. C'est Paul Pironnet. C'était au départ mon formateur. Aujourd'hui, c'est un ami vraiment très intime de la famille. On a déjà passé des vacances ensemble. On se contacte très régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie incroyable. Aujourd'hui, les gens le voient sur les réseaux. C'est un des piliers de la PNL, de la programmation neurolinguistique en France et dans la francophonie. Mais c'est quelqu'un qui, humainement, a un parcours juste incroyable. Vraiment. Et ça pourrait faire un très, très bel échange. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu en... Non, je ne l'ai pas eu. Je le connais un peu. Ouais. On a déjà discuté, mais non, je ne l'ai pas encore eu derrière le micro, non. Ok. Super. Je transmettrai l'invitation. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à aller, se connecter à ton univers digital, parce que c'est un peu plus facile au début. Et puis après, à poursuivre surtout et à rentrer en conversation, en échange avec toi sur tous les réseaux sociaux, avec ton podcast, avec ta chaîne YouTube, avec tout ce que tu diffuses et tout ce que tu sèmes depuis un moment et encore pendant un long moment, je pense. Donc voilà, si
il y a la moindre pépite qui a eu un impact aujourd'hui à l'écoute de notre échange, et ben transmettez-le, dites-le, faites vraiment ce feedback à Geoffrey. Et venez me le dire, vraiment, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec les gens. Dès que j'ai un moment, j'y réponds. Parce que justement, c'est cette proximité, et cette connexion aux gens qui, pour moi, m'anime profondément. Donc, effectivement, si vous avez retenu quelque chose, en tout cas, qui fait une vraie différence, qui va vous aider réellement dans votre vie, n'hésitez pas à me le partager, c'est toujours appréciable. Et pareil, c'est des choses qui vous ont challengé, n'hésitez pas aussi à venir me le dire, parce que c'est encore une fois la culture du feedback. Un grand merci à toutes et tous pour votre temps, votre écoute. Et puis merci beaucoup, mille et un merci Geoffrey pour toute la valeur d'aujourd'hui. Merci à toi Gaël, merci pour ton invitation, merci à vous qui nous avez écoutés et je vous dis à très vite aussi.